Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires. J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Il n'existe pas de pour de vrai, Howard. Tout ça, ce n'est que du vent. On ne nie pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Il faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette 8e émission où nous allons parler du meilleur film du monde. Truffaut, Godard, Bergman, Michael Mann, Orson Welles, Steven Spielberg, accrochez-vous, parce que je sais qu'ils écoutent notre émission. Et donc pour discuter de ce chef-d'œuvre avec nous, nous aurons aujourd'hui Gabriel. Salut Gabriel. Salut, bonjour à tous et bonjour à toutes. Salut à toi Adeline. Bonjour, salut tout le monde. Nous avons également Geoffrey avec nous. Salut Geoffrey. Bonjour. Ça va, tout le monde va bien aujourd'hui? Vous avez la forme? Oui. Oui. Ah, c'est oui tout... Mon Dieu, ça donne envie, ça donne envie. Moi, je sais pas si ça s'entend en ma voix, mais je pense que je préférerais être au lit. Je suis très fatigué, mais je viens exprès pour vous, public. Et ben sur coup, commençons sans tarder pour mettre Geoffrey le plus tôt au lit. Donc je rappelle le principe de l'émission. Nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via PayPal ou Helloasso. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Vous pouvez aussi nous contacter directement, pareil, sur les réseaux sociaux. Mais passons directement au film du jour, Don't Look Up. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent. On fait quoi? Il faut qu'on sorte l'information. On l'a fait fuiter. Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace. Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible? Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée. Kate. Don't Look Up, donc un petit film fauché au casting méconnu qui n'a pas fait grand bruit. Je pense qu'ici, voilà quoi, si on n'avait pas discuté pour l'émission, vous l'auriez sans doute pas vu, les chroniqueurs. Non, ouais, je connais pas. Jamais entendu parler de ce film. J'imagine bien un sombre film sorti de nulle part. Alors, je vais expliquer quand même en quelques mots le film pour le coup, pour tous ceux qui ne connaissent pas. En quelques mots, donc c'est une sorte d'hybride entre Armageddon et 40 ans toujours puceau. Ah ouais. C'est pas totalement faux, remarque. Si saupoudrer un petit peu de Yannick Jadot dessus et ça finit la recette. Donc voilà, qu'est-ce que nous raconte Don't Look Up? Don't Look Up nous raconte l'histoire du docteur Randall Meady, interprété par Leonardo DiCaprio, et sa doctorante Kate DiBiase, incarnée par Jennifer Lawrence, qui tentent tous les deux de lancer un cri d'alerte à propos d'une comète qu'ils ont découvert et qui fonce droit sur la Terre. Seuls ils vont se heurter à l'indifférence générale. Dès lors, comment alerter sur une collision qui risque de mener à 99,7% de chance, arrondissant à 70%, à la destruction de l'humanité? Outre Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, le film réunit également Meryl Streep,
Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Thomas Sisley et bien d'autres encore pour vous dire le casting 4 étoiles de ce film. J'en ai entendu parler. Jamais entendu parler non plus. Bah oui, non, mais ça m'étonne pas. C'est... Des petits acteurs, voilà, qui viennent de commencer. À mon avis, très peu de perspectives de carrière derrière, je pense. Ouais, sans doute. Et donc, le film semble dénoncer l'inaction climatique des politiques, des médias, d'une partie de la société qui nie ou ignore volontairement les réalités scientifiques défendues par des chercheurs qui ont bien du mal à se faire entendre. Et donc là-dessus, je vais pas m'étendre plus que ça, puisque ça sera bien sûr le point central de notre émission. Don't Look Up est sorti le 24 décembre 2021. C'était un parfait timing pour animer les dîners de Noël et du Nouvel An. De plus, il a été diffusé sur Netflix, permettant de vous éclipser pendant le discours du tonton bourru et raciste sur la clairvoyance de Zemmour et la gauchisation de Le Pen, pour regarder le film sous votre couette. Réalisé par Adam McKay, à qui l'on doit Very Bad Cops, sorti en 2010, Vice, sorti en 2018, et The Big Short en 2015, à propos duquel je dois avouer en fait ma méconnaissance totale de son cinéma, puisqu'en fait Don't Look Up est le premier et le seul Adam McKay que je n'ai jamais vu de ma vie. Et donc là, c'est maintenant que je vais faire appel à mes chroniqueurs, aidez-moi, parce que l'un de vous pourrait en dire peut-être plus sur le cinéma d'Adam McKay. Écoute, moi je ne sais que te dire, sinon pour le présenter peut-être pour un public cinéphile un peu francophone, je le vois comme le Quentin Dupieux américain, des films à performance de comédien au sens comique du terme. Et donc c'est pas la première fois qu'il tourne avec Jonah Hill, et je crois même que c'était aussi Leonardo DiCaprio, si j'ai pas de bêtises, dans The Big Short. Il aime jouer avec ses personnages et ses acteurs, et c'est plaisant. C'est des comédies qui sont plaisantes, mais généralement pas mémorables pour autant, quoi. Voilà. J'ai du mal à voir le lien avec Quentin Dupieux. Mais il y a une petite forme de surréalisme pour moi. Et c'est ce côté grossi, tu vois, de la chose exagérée, sans être totalement absurde. On est quand même bien ancré dans la réalité, et puis on exagère les choses. Enfin, c'est typiquement le surréalisme au cinéma, comme Quentin Dupieux, quoi. Ouais, le côté surréaliste et caricatural. Enfin, pas surréaliste, mais satirique et On va se détendre sur le surréalisme au cinéma, parce que ça va m'énerver. On va dire post-surréaliste. Oui. Oui, si tu préfères. Non, c'est plutôt la satire et la caricature, en fait. Je pense que c'est plutôt ça, peut-être, que tu voudrais dire. Non, parce que c'est pas vraiment ce que... Enfin, en tant que caractéristique commune, non. Alors après, oui, effectivement, là, on est beaucoup plus dans la satire, politique, d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément traité du tout de la même façon chez Quentin Dupieux. Donc la comparaison s'arrête là. Voilà. Ouais, d'accord. D'un côté, on a un pneu tueur avec une mouche, des mouches géantes, de la pluie qui tombe à l'intérieur des bâtiments. Enfin, un truc. Ouais, chez Quentin Dupieux, on est quand même sur un truc bien plus poussé. Pour moi, c'est plus artistique le côté de Quentin Dupieux, où c'est plus l'expérience de l'image, de comment montrer un pneu tueur, par exemple, dans ce monde complètement surréaliste. Je suis d'accord. Mais quand j'ai vu Don't Look Up, qui pour moi également, c'est la première fois que je vois un film de Adam McKay, donc je découvre avec ce film-là, et il y a un côté burlesque dans ce film-là. Mais j'irai pas jusqu'à dire jusqu'à ce que Quentin Dupieux fait. Mais je peux comprendre le lien que tu fais maintenant que tu me l'as expliqué. Après, dans Don't Look Up, il y a un caillou tueur, donc finalement, un caillou, un pneu. Si chance, c'est la vitesse, quoi. Moi, je comprends aussi l'analogie qui est faite avec Dupieux, parce que il joue sur le décalage avec le réel, donc forcément, on pense à lui. Et puis finalement, Dupieux, il a fait un film aussi avec des flics. Wrong Cops. Ouais, je pense que Dupieux peut être inspiré par des comiques, j'ai oublié son nom, dans Bad Cop, Very Bad Cops. Very Bad Cops, je connais pas, moi je l'ai pas vu. C'est Will Ferrell dans Very Bad Cops. C'est ce genre d'humour-là, un peu décalé, etc., qui peut aller dans l'horreur ou de ce genre de choses. Moi, je vois beaucoup plus Quentin dans l'absurde, mais voilà, c'est bon. Moi, je vous propose d'aborder tout de suite, pour le coup, Don't Look Up. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, alors? Gabriel. Je suis assez mitigé sur ce film, parce qu'il y a des bonnes choses, et puis il y a des choses beaucoup moins bonnes. Un petit peu long, je pense qu'il y a une certaine longueur. Il y a un moment où je l'ai ressenti dans le film. J'ai quand même été... Alors, c'est un film qui est rigolo. Je dirais qu'il est rigolo. Je dirais pas que j'ai ri aux éclats,
mais certains clins d'œil, certaines caricatures m'ont quand même fait rire un petit peu, voilà, de temps en temps, il y a un petit côté rigolo. Et il y a un côté, je me suis laissé un petit peu emporter dans l'émotion, je vous avouerai que la fin, j'ai trouvé quand même belle ce moment. On en reparlera après le spoil. C'est ça. J'ai failli faire une bêtise. C'est toujours très difficile la partie sans spoil. Du coup, j'ai à la fois bien aimé et à la fois moins aimé. Voilà, je vous expliquerai un petit peu pourquoi un peu plus tard et je laisse la parole. D'accord. Adeline, je sais pas si tu veux reprendre. Oui, alors moi j'ai bien aimé cette idée d'allégorie, de satire pardon, du monde moderne, un peu en accéléré, en condensé, et à la fois très réaliste, parce qu'en fait il y a plein de moments dans le film un peu d'attente du quotidien, avec des prises de vue caméra à épaule qui viennent contrebalancer avec les images codifiées, un peu officielles des médias qu'on voit à l'intérieur de la narration. Et j'aime bien cette idée de filmer à la fois l'envers du décor et en même temps ce qui se passe sur scène, les coulisses et sur scène. J'ai bien aimé cette caméra épaule qui suit les personnages, le stress sur les visages, sur les mains, les petits gestes qu'on fait en gros plan, etc., sur les yeux qui observent. Et voilà, j'ai bien aimé cette ambivalence qu'il y a dans le film. Et évidemment, les comiques de situation, les running gags, que je trouve qu'ils sont bien amenés aussi. Ouais. Il y a pas mal de choses, enfin, il y a pas mal de blagues qui reviennent. Je sais pas pourquoi j'ai tiqué sur le deuxième visionnage du film. Je sais pas pourquoi ils ont un truc avec la drogue dans ce film. Il y a tout le monde qui se drogue à un moment donné à un autre. Il y a je sais pas combien de blagues sur je vais me faire un rail de coke ou je vais aller je vais me fumer un pétard. Enfin, ça arrête pas dans le film, quoi. Je sais pas pourquoi. Faudrait que je fasse faut que je répertorie toutes les blagues de drogue qu'il y a là-dedans, cette espèce de running gag qui revient tout le temps, par exemple. Moi, j'ai peut-être une piste à ce point de vue-là, parce que finalement, Randall, c'est ça, Leonardo? Oui, c'est ça, Randall, Mindy. C'est le scientifique un petit peu comme tout le monde. Hein. C'est pas quelqu'un de super ennuyeux qui ne s'éclate pas non plus avec la drogue d'un côté. Je me dis, c'est peut-être ils ont peut-être mis cette composante-là de la drogue pour pas humaniser le scientifique, mais le rendre un peu comme une personne lambda, quoi. C'est aussi des gens qui peuvent s'éclater avec de la drogue. Ah oui. Voilà. Je l'ai vu comme ça, moi. Enfin, oui, je pense qu'on en reparlera un peu plus dans la deuxième partie, parce que je pense que ça peut, enfin, l'usage de drogue aussi démontre pas mal de choses d'un discours sur la société, en tout cas, que tient le film. Et pour finir sur cette partie, peut-être sans spoil, pour finir, Geoffrey, si tu veux peut-être enchaîner sur ton avis, puis moi je reprendrai par la suite. Ouais, mais moi j'ai pas tellement envie de parler de ce que j'ai pensé du film que des circonstances dans lesquelles je l'ai vu et de ce que ça a permis du coup. Parce que ce film, du coup, je l'ai vu à Noël, entouré de ma famille, de mes parents. Et puis, je guettais les réactions un peu de mes parents, voir ce qu'ils en pensaient. Je sais ce qu'ils aiment comme genre de film. J'ai découvert le cinéma avec eux. Mais je sais que mes parents sont beaucoup plus proches d'un cinéma très grand public et que ça va les intéresser si ça les divertit. Ce qui était le cas, clairement. Donc, moi, j'ai profité de cet aspect-là aussi. Et en même temps, comme j'ai perçu dès le début le côté sceptique et intéressant pour moi, je me suis dit, c'est intéressant que je vois ça avec eux parce qu'on va pouvoir en discuter après. Et donc, à la fin du film, sans vous spoiler, puisque c'est dans le pitch très clairement, il y a cette histoire d'urgence, hein, du coup d'alerte du coup qui est amenée par les scientifiques, et je leur dis, vous savez, c'est un peu comme le changement climatique. Et puis mes parents me font, oh oui, non, tu crois vraiment? Et paf, ça avait démarré la discussion. Et je pense que c'est exactement au fond un peu ce que ce film cherche à déclencher. Et rien que pour ça, c'est un film que je recommande, quoi. Voilà. Donc que j'ai apprécié au moins pour ce qu'il a permis en dehors de son existence et de son divertissement de 2 heures. D'accord. Ah, c'est drôle parce que je suis vraiment d'accord avec vous tous par rapport au film. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est globalement tous d'accord pour dire que le film a pas mal de qualités au niveau de ce qu'il raconte, en fait, du fond du film. Il y a pas mal de choses dont on va plutôt discuter par la suite, mais au niveau de la forme,
Je trouve moi personnellement qu'il y a pas mal de problèmes. Et un peu comme Gabriel, en fait, je suis un peu mitigé sur le film, surtout au niveau de la forme, en fait, parce que effectivement, je trouve que c'est un film qui est trop long. Il y a bien 20 minutes de trop dans ce film, à mon sens. Je l'ai senti au premier visionnage, et là, je l'ai ressenti encore plus au deuxième visionnage. C'est vraiment un film qui se compose en deux parties, hein. Je vais pas spoiler, mais il y a vraiment un truc qui se passe au milieu du film qui fait que le film peut être vraiment découpé en deux parties. Et c'est con parce que la deuxième partie, qui est, à mon sens, une des plus intéressantes, dans ce qui est dit, là on commence à se lasser plus parce que le film commence à devenir vraiment très long. Parce que je crois qu'on est déjà à 1h30 de film et en fait on sent que le film s'essouffle parce qu'en fait il y a à mon sens, un véritable problème de rythme dans le film, en fait. C'est qu'il n'arrive pas à être rythmé véritablement pendant 2 heures. Et je pense que vraiment le plus gros souci du film est vraiment ici. Après, il y a pas mal de choses aussi sur la mise en scène, comme tu disais, Adeline. Il y a des trucs assez intéressants sur les manières de filmer, de faire. Il y a aussi ces petits montages aussi qui reviennent constamment avec les images de la nature, les images de société qui sont impliquées par-ci par-là. Alors là, il y a soit deux solutions. L'effet coulé de chat. Ouais, il y a ça. Moi, je pense que pour coup, c'est vraiment dire, tu l'as vu un peu la métaphore du changement climatique. Si tu l'as pas vu, je vais remettre un montage. Attention. Et puis on met un montage. Là, tu fais, oui, on a bien compris le petit Zozio qui est en train de picorer dans la fleur. Je sais pas, la banquise en train de s'écrouler. Enfin, on l'a bien vu. Enfin, j'ai compris en fait. Bon. Puis juste après le plan des éboueurs qui jettent les poubelles dans le camion. Oui, c'est vrai. Ça, c'est trop. Oui, elle est drôle. On a une petite séquence comme ça dans le film où on voit une baleine, un ours, un hummingbird. Un hummingbird, c'est un paradisier, je pense. Et tout de suite après, les poubelles. Oui, c'est vrai. Et puis bon, il y a de l'humour dans ces montages. Donc, à la fois, ils sont un peu bruts de décoffrage et à la fois, effectivement, il y a des effets d'humour là-dedans. Donc, le film est pas totalement inintéressant là-dessus. Je pense vraiment que le problème, c'est surtout son rythme. Par contre, il a un gros potentiel. C'est même pas un potentiel, enfin c'est vraiment la qualité du film, c'est que c'est un film d'acteurs. C'est un film qui est vraiment porté par ses acteurs et ça marche du début à la fin, quoi. Tous les acteurs sont bons, on a une flopée d'acteurs comme on l'a déjà dit absolument mirobolantes avec qui sont tous très bons dans leur rôle, qui sont tous assez caricaturaux, mais ça je pense que la caricature on en reparlera après parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur cet aspect de représentation des différentes classes, on va dire, qui sont présentées dans le film, qui sont en gros les politiques, les journalistes et le camp médiatique, la population, les artistes et les scientifiques. Je pense que j'en ai pas oublié, mais globalement c'est à peu près ça. Les grandes classes qui sont présentées dans le film, qui sont tournées en ridicule, en tout cas qui sont caricaturées. Et donc effectivement, c'est un film, voilà, c'est vraiment comme tu le disais, pour le coup Geoffrey, pour moi c'est un film de ciné-club. C'est un film qui est fait pour le regarder et ensuite discuter des choses. Et là, pour le coup, ça a posé aussi pas mal de questions justement sur la réception que vont en avoir des gens, parce que je crois que la plupart il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément la même réception du film. Effectivement, apparemment, des gens n'ont pas vu le parallèle avec le réchauffement climatique. Après, moi, je dis ça, je crois que j'ai été au courant avant que le film parlait du réchauffement climatique avant que je vois. Donc, c'est un peu facile pour ma part de dire ça. Je sais pas si j'aurais vu. Je pense que oui. Mais parce que quand il est sorti, ça a été très 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 vite évoqué. Hein. Ah bah oui, clairement. Oui, par le réalisateur lui-même. Mais le réalisateur a aussi parlé de la pandémie, pour le coup aussi de Covid. Hein. Il a clairement évoqué la pandémie de Covid comme étant quelque chose qui l'a clairement influencé pour son film. Donc il y a pas que le réchauffement climatique. Mais bon. Oui, non, ça fait référence à d'autres choses aussi. Il y a une dimension ultra politique que nous, en France, on vit moins parce qu'évidemment, ce film se passe aux États-Unis, dans le contexte socio-culturel, politique des États-Unis. Finalement, ce film, c'est les démocrates et les républicains qui s'affrontent. Et du coup, les spectateurs, de par leur engagement politique, ont déjà une critique par rapport à ce film qui a une portée très politique. Mais clairement, enfin, on a une dénonciation de l'Amérique de Trump. Hein. C'est clair et net. Oui. Alors c'est aussi le deuxième gros point que je voulais aborder sur ce film-là, c'est que c'est un film critique brut de décoffrage et ça fait longtemps qu'on en a pas eu et ça fait du bien, quoi. Franchement, je sais pas, il y avait un besoin d'un peu de ce film-là. Et je pense que c'est pour ça que qu'il a bien marché, c'est qu'il y a une sorte d'exutoire comme ça. On avait besoin d'une œuvre qui parle enfin vraiment, qui détourne un peu ce monde complètement fou qui nous entoure, dont on se rend compte en fait qu'il est complètement fou, et on avait besoin d'un truc en fait qui fasse un peu redescendre ce monde de son piédestal, on va dire entre guillemets, enfin de cette espèce de complexité médiatico-politique
où les décisions sont ultra floues, c'est assez compliqué de s'y retrouver, mais pour tout le monde, hein. Et là, le fait de rigoler de ça, de vraiment détourner, d'attaquer directement la crédibilité de tout le monde, et je pense que ça fait du bien à beaucoup de personnes de se retrouver un peu là-dedans. C'était un peu, je pense qu'il y a un peu un effet, en tout cas en France, un effet guignol, quoi. Je parle un peu des guignols de l'info, je pense qu'il y a un effet là-dessus. Un peu d'exutoire. On avait un peu besoin d'exutoire comme ça, de vraies critiques frontales, pas détournées, hein, vraiment brutes de décoffrage, qui attaquent au vitriol, vraiment, et qui dénoncent, clairement, les agissements, si j'ai oublié aussi, forcément les grandes entreprises, les grands industriels, les milliardaires, voilà, qui sont tous dénoncés. Enfin voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment un point à mettre du côté du film, quoi. Ouais, je dirais même, on peut même dire qu'il y a un côté anticapitaliste et c'est plutôt rare du côté des Américains de remettre en cause le système en place, même si ça aborde l'idée que le système serait défaillant. Mais bon, on reste quand même dans un bon sentiment un peu bourgeois, etc. Mais bon, il y a quand même l'idée de manipulation des masses, etc. Donc, c'est pas mal, quand même. Oui, et puis je trouve, c'est pour ça que j'aime, je vais essayer de dire un truc, je pense pas que je spoil, non, c'est pas du spoil, mais j'aime bien, c'est dans la deuxième partie du film où est un peu plus abordé l'importance des populations aussi, de comment le peuple aussi peut essayer de changer les choses. Alors à la fois c'est abordé, à la fois le peuple n'est abordé que comme une masse et pas comme une population agissante. Et donc il y a effectivement il y a aussi pas mal de critiques qui ont été faites au film là-dessus, qui dit qu'en fait le film n'est qu'un film qui montre aussi l'impuissance totale, alors que c'est complètement faux. Enfin, on peut changer les choses à notre petite échelle en militant, en faisant des actions, en s'engageant dans l'associatif, etc., quoi. L'action des citoyens a un rôle. Et là, effectivement, c'est vrai que cette action-là des citoyens est complètement, par exemple, déroutée vers la consommation. Ce qui fait que le film, finalement, n'est pas si anticapitaliste que ça, mais plutôt, comme tu te dis, bourgeois, capitaliste, bienveillant, plutôt démocrate, quoi, aux États-Unis, pour le coup. Et pour moi, ça c'est clair, on en parlait tout à l'heure, des espèces d'images d'illustration des différentes populations du monde, style clip Michael Jackson. Là, on est vraiment dans le bon sentiment. Regardez, la planète est belle, machin, etc. Oui, c'est ça. Alors que on ne voit pas vraiment les gens. À aucun moment, on a l'idée des problèmes sociaux qui est mis sur la table, alors que la plupart des gens en rencontrent dans la vie. Là, une des dernières phrases du film, c'est quand même « on avait tout et en gros, on a tout gâché ». Alors, tout le monde n'avait pas tout, quoi. Oui. Soyons honnêtes. Donc, bon, voilà, ça reste quand même gentil, quoi. C'est aussi dû, Vas-y. au fait que le film parle à l'échelle de la planète. En termes de Il essaye. Pas des humains, quoi. On est sur une planète, l'environnement, la globalité, etc. La race humaine, quoi. C'est un peu ça. Donc, au final, les gens, limite, c'est pas assez important pour le film. Enfin, c'est assez bizarre, quoi. Ouais, alors pour moi, cette idée un peu d'universalisme, on va dire, il est à la hauteur d'Armageddon, quoi. C'est-à-dire, on va montrer le pays en face qui se fait déglinguer pour que les États-Unis aillent mieux le sauver à la fin. Bon, même si là, c'est pas exactement le discours du film en soi, mais en fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'en fait, l'étranger n'est montré qu'à travers le point de vue des Américains. Donc, à la fois, ça peut dénoncer le fait que les Américains sont très autocentrés, finalement, les États-Unis sont très autocentrés sur elles-mêmes, ça peut le dénoncer, et à la fois, c'est aussi un symptôme du cinéma hollywoodien, du cinéma globalement américain, c'est-à-dire que c'est quand même un film qui est très centré Amérique, quoi. Et ça, je pense qu'on en reparlera un peu plus par la suite sur quelques erreurs aussi d'écriture, à mon sens, qu'il y a dans le film. En tout cas, des trucs que moi, j'ai pas compris, même au bout du deuxième visionnage. Et donc, peut-être que vous avez compris, vous m'éclairerez, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 problèmes d'écriture aussi dans le film à certains moments. Ouais. Et pour finir mon propos, parce que j'ai parlé d'antisystème, je voulais dire ça surtout par rapport au fait que le film ne fait pas peser la responsabilité sur la population, mais bien sur les instances dirigeantes. Oui. Comme quoi, c'est pas les individus, c'est pas parce qu'ils ont pas trié leur poubelle que le monde va mal. On est d'accord, on parle de l'industrie et des problèmes liés aux politiques, etc. Donc ça, c'est quand même plutôt bien, parce que c'est pas tout le temps le cas, même dans des documentaires à vertu
de lutte environnementale. C'est ça. Et c'est le problème et ça c'est pour le coup c'est à double tranchant. Effectivement, ils abordent vraiment le peuple comme une masse en fait, dans les deux sens en fait. C'est une masse de consommation dans le côté plutôt de ceux qui comprennent l'importance d'agir face à la comète qui est en train de descendre. Et c'est aussi un effet de masse du côté de ceux qui sont plutôt en train de nier l'existence de la comète. Et là, c'est comme tu le disais, c'est la manipulation de foule, etc. Et là, bon, c'est un problème de représentation cinématographique et c'est extrêmement difficile de prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'à la fois l'être humain est libre aussi de ses mouvements, il a ses choix. Enfin, chaque individu a son approche du problème. Et après, il y a les mouvements de foule qui sont un peu différents ou les mouvements de manipulation de masse qui sont un peu différents. Là, on a vraiment que le côté masse. C'est vraiment le petit côté un peu voilà du film, comme je disais tout à l'heure, où on n'a pas encore l'apport vraiment. Enfin, on n'a pas encore vraiment l'importance aussi que le citoyen au jour le jour peut jouer là-dessus sur aussi les décisions pour le coup des politiques. Après, c'est vrai que c'est la démocratie américaine, ce qui est pas du tout exactement. Et je pense qu'il y a une question aussi de réception du film. Je pense que j'en reparlerai aussi par la suite de la différence de réception qu'on peut avoir ici en Europe ou en tout cas en France et la réception qu'on peut en avoir aux États-Unis parce que c'est un film très américain et que nous en France on va avoir tendance à lire d'une certaine manière que les Américains ne liront pas de la même manière, à mon sens. Moi, j'ai envie de dire, Bush a eu Idiocracy et Trump a eu Don't Look Up. Si on pouvait faire un parallèle entre ces deux films. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie spoil. Et pour ça, avant, je voudrais faire une petite transition parce que Adeline a un petit peu parlé pour le coup de la chanson d'Ariana Grande dans le film. Et sur quoi, Adeline, je sais que tu sais la chanter. Alors vas-y, je te laisse 10 secondes pour chanter la chanson. Oh mon Dieu. Just look up. Voilà, c'est tout ce que je sais, mais... Eh ben bravo, moi j'applaudis. Bravo. Listen to the scientific. Avec ce magnifique accent Frenchy, tu vas faire tomber plus d'un ou plus d'une américaine. Je vais faire carrière. Bon, allez, fini les bêtises, on passe maintenant à la partie spoil. Et à la fin, il meurt. Tous. Bah, pour le coup. Ouais, mais attendez, c'est ma phrase de transition que je fais à chaque fois. C'est vrai qu'à chaque fois, généralement, c'est une chance sur deux que pour ce soit vrai, hein, pour le coup. Il y a quand même pas mal de films sur lesquels ça marchait. Oui. Donc voilà, bon, à partir de là, on rentre dans la partie spoil. Donc, on estime que soit vous avez vu le film, soit vous avez pas grand chose à faire d'être spoilé. Et donc, abordons directement, voilà, le film un petit peu plus dans la complexité, en tout cas un peu plus dans le détail, on va dire. Parce que effectivement, donc si on rentre un peu plus dans l'histoire du film, donc les scientifiques vont aller voir la présidente pour lui expliquer le danger de la comète. La présidente donc va refuser de reconnaître, en tout cas ça tombe pas bien au niveau échange électoral, etc. La comète est censée tomber dans 6 mois et elle a repoussé à plusieurs semaines, en tout cas la prise en question, ils les croient pas, etc. Donc ils vont essayer de se démener pour faire croire en tout cas pour diffuser l'information. Ils vont complètement échouer parce que les médias, eux, quant à eux, vont pas du tout jouer entre guillemets le jeu. En fait, le système médiatique n'est pas fait pour transmettre des nouvelles d'une telle importance à une telle masse de population. En tout cas, il a ses règles et ses propres règles et qui font qu'ils ont du mal à en se faire entendre. Finalement, la présidente accepte, ils envoient des fusées. Les fusées sont désactivées parce que finalement, on a un dernier personnage qui arrive, qui est Peter Isherwell, donc grand milliardaire, propriétaire d'une espèce de start-up informatique extrêmement technophile, qui propose finalement, qui a découvert que sur la comète, il y avait des métaux précieux qui pourraient rapporter des milliers de milliards de dollars. Et donc, il décide... Et donc, il décide d'envoyer, de constituer une mission pour récupérer la comète et la miner en fait sur Terre, exploser la comète et la faire redescendre sur Terre pour ensuite la miner. Et donc voilà, ça va entraîner toute une suite d'événements qui vont faire que le projet va un peu mal se passer, la Terre va être détruite et quelques riches vont pouvoir s'échapper sur un vaisseau spatial direction une autre planète. Globalement, voilà à peu près l'histoire du film. Pour ceux qui n'auraient pas vu dans sa totalité. Alors, je sais pas trop comment on va aborder tout ça, parce que le film, il y a énormément de choses à dire. Je sais pas par où on pourrait commencer. Je pense qu'on peut essayer d'aborder de manière thématique. Donc, une erreur d'écriture, parce que, en fait,
les informations seraient transmises par la NASA à d'autres centres d'observatoires astronomiques et les infos sont partagées, vérifiées, revérifiées assez vite en fait. Et l'information ne va pas tout de suite des astronomes au président à la population. En fait, les astronomes rapportent aux institutions qui après dispatchent toute l'info et la NASA elle-même est tenue de dire ce qu'elle trouve en fait et de partager avec les autres pays et les autres agences spatiales des autres pays, eux aussi vont vérifier puis après prévenir les gouvernements et ainsi de suite. Donc effectivement, c'est mal représenté. Moi, il me semble que quand ils vont la première fois sur le plateau télé RIP, là, il essaye de dire, mais attendez, il y a beaucoup de scientifiques qui ont vérifié nos résultats. À mon sens, il parle de consensus. Hein. Le mot consensus arrive très vite. Hein. Oui, non, puis faut bien dire aussi que pour le coup, ils sont obligés d'aller dans les médias parce que les politiques, enfin en tout cas la présidente, refuse de leur accorder de l'aide, avec l'aide de la NASA aussi, parce que la présidente de la NASA pour le coup est une proche de la présidente des États-Unis et donc va pas lui mettre des bâtons dans les roues. Donc là, on a en fait un verrou politique sur l'organisation de mission pour détourner en tout cas la comète, pour essayer de faire quelque chose pour la comète. Donc eux en fait ils ont plus qu'à ce moment-là de toute façon une action à faire, c'est de rendre ça public. Et donc à ce moment-là ils vont dans les médias pour essayer de rendre ça public. Et en fait parce qu'ils sont bloqués par les politiques. Après c'est vrai que de toute façon pour un film comme ça c'est compliqué de retransmettre la totalité de la démarche scientifique, et je trouve que sur le coup le film ne se plante pas trop là-dessus. Il essaye quand même de parler d'idées de consensus parce que c'est pour le coup c'est abordé quand même ces questions-là. Ouais, j'avais l'impression aussi comme Vivien que le consensus était en gros validé dès le départ sur l'arrivée de la comète et que justement il reparle mais très vite fait de cette idée de consensus au moment où justement il décide d'armer de manière nucléaire la comète pour la désintégrer et justement le scientifique il essaye de dire mais attendez ça c'est une étude, elle n'a pas été vérifiée par les pairs, faut pas lui faire confiance, etc. Mais c'est vrai que c'est dans une phrase quoi. Ils auraient peut-être appuyé plus sur le fait que là, le gouvernement fait un pari risqué sur une étude comme ça qui n'a pas du tout été vérifiée et qui s'avérera foireuse d'ailleurs. La revue par les pairs est abordée quelques fois, pas seulement une seule fois il me semble, mais c'est assez court. C'est vrai que c'est pas quelque chose d'hyper accentué. Ce qui est pédagogique. C'est normal aussi de pas trop enfoncer le clou pour qu'on suive et pour que ça fasse pas idéologie martelée, puis ça peut être indigeste, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Ou trop didactique. Ouais, pour que ce soit valide, quelque chose scientifiquement, il faut que la communauté scientifique se mette d'accord, in fine, et que c'est ça qui va compter pour tout ce qui est d'enjeu global, donc en particulier sur des sujets qui sont avec lesquels on fera le parallèle, comme le changement climatique ou les situations sanitaires, quoi. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que le traitement de la science et des scientifiques dans les médias et par les politiques était assez pertinente et plutôt réaliste. Je pense évidemment au fait que la scientifique Dibiasky, elle s'énerve un petit peu sur un plateau. On a tous en tête des images qu'on a vues, notamment à CNews avec Claire Nouvian ou Salomé Saké aussi, qui s'est fait moquer sur un plateau. On peut même parler de Greta Thunberg, qui, enfin c'est ça dans la réalité, je veux dire, c'est ni pire ni mieux quoi. C'est la même chose. Il se passe la même chose avec les scientifiques ou les personnes qui luttent pour le climat notamment, puisque c'est l'allusion qui est faite dans ce film. Et j'ai trouvé ça assez juste aussi sur l'instrumentalisation des données scientifiques et aussi l'incapacité des dirigeants à comprendre le discours scientifique et à l'appréhender, quoi. Il y a un problème, c'est comme si les langages étaient hermétiques entre eux. Et dans la réalité, moi, forcément, ça me fait penser à t'as d'un côté les rapports du GIEC qui tombent, et de l'autre, tu vois les résultats de la COP, et tu
C'est pas normal. Moi, je parlerai pas tout à fait de langage hermétique et d'incompréhension, mais plus d'intérêts qui sont pas alignés. Il y a cet exemple que j'ai entendu dans une chronique à la radio récemment, où on parlait du coup du nucléaire, puisque récemment, du coup, ça a été beaucoup remis dans le débat public. Et puis, l'enjeu était donc entre je ne sais plus quel scientifique spécialiste du sujet des énergies qui s'était adressé à Macron en lui expliquant son point de vue sur la situation, en étant demandeur du coup. Donc là, on demandait un point de vue d'un expert, et Macron aurait répondu à cette personne: vous avez scientifiquement raison, mais politiquement tort, histoire de faire comprendre que c'était pas possible et que les intérêts n'étaient pas alignés, et que ça signifiait soit une mort politique ou soit quelque chose qui économiquement représentait un enjeu qui n'était pas accessible. Et je pense que c'est tout le drame effectivement de notre époque, et que c'est impossible d'aligner complètement ces deux intérêts-là, quoi. Oui, parce que de toute façon, ils évoluent pas dans le même monde, et les intérêts, comme tu dis, ne sont pas du tout les mêmes. Quand on administre un pays, on travaille avec de l'humain, donc c'est différent. Une réalité scientifique, c'est tout autre chose. Et je trouve que c'est particulièrement ce qui a été mis en fait en lumière par la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on a des données scientifiques sur comment la maladie elle progresse, par quelle voie est-ce qu'elle se transmet, à quel point est-ce qu'elle est dangereuse, à quel point est-ce qu'elle est mortelle, à quel point est-ce qu'elle peut envoyer à l'hôpital, etc., etc. Et ensuite, en fait, à partir de ces données scientifiques-là, c'est au pouvoir de prendre les décisions qui seront les meilleures, en fait, parce que les scientifiques ne sont pas aptes pour forcément prendre des décisions politiques et comprendre comment est-ce qu'on prend des décisions politiques, une décision politique, c'est aussi la faire accepter par la population. Donc il y a tout un travail à faire, en fait, quand on prend des décisions politiques. Donc bien sûr, on prend des décisions. Alors le mieux, c'est quand même de prendre des décisions politiques qui sont faites à partir des faits. Et qu'à partir des faits, on essaie de dresser une politique. Mais ça fait qu'à partir d'une série de faits où tout le monde tombera d'accord, des politiques peuvent être complètement différentes, en fait, par rapport aussi aux enjeux politiques, aux idéologies politiques qui sont en jeu, quoi. C'est pour ça que à partir des mêmes faits, la droite va faire d'une certaine manière, en tout cas différents courants de droite vont faire d'une certaine manière, différents courants de gauche vont faire d'une certaine manière, parce qu'ils sont pas d'accord sur dans quel sens aller. Et je trouve ça c'est vachement intéressant, en fait, de voir à quel point la science ne peut pas de toute façon diriger la politique, parce que les scientifiques ne peuvent pas faire de politique, mais à quel point aussi il est important pour les politiques de prendre conscience, en fait, d'à quel point la science, à quel point il est important de prendre appui sur la science. Et là, d'ailleurs, ce qui est vachement critiqué par le film, c'est tous les politiques qui ne tiennent même pas compte de ça, en fait, qui s'en dédouanent complètement pour pouvoir, en fait, être totalement libres dans ce qu'ils ont envie de faire et d'appliquer. Parce que là, par exemple, la présidente, elle a son programme présidentiel et elle tient pas du tout compte de ça, parce que ça rentre pas du tout dans son programme. Mais là, en fait, on a des politiques qui sont complètement déconnectées, en fait, des réalités. Et là, c'est clairement, à mon sens, c'est là où qu'est, en fait, la critique totale de la politique de Trump, où Trump était complètement à l'ouest sur toutes les questions d'écologie. Et à partir du moment où la présidente va changer d'avis pour pouvoir enfin détourner la comète, comme tu l'as dit, Geoffrey, tout à l'heure, ça va pas préciser qu'elle l'a fait elle a fait dans l'intérêt de sa campagne. Voilà, purement dans l'intérêt de sa propre campagne, parce qu'elle a fait toute une manœuvre politique qui n'a pas fonctionné, elle perd dans les sondages, et là, le truc de la comète, c'est le truc pour la faire remonter dans les sondages, quoi. Donc, il y a une espèce de cynisme total dans ces prises de décision. Ouais, mais qui est réaliste finalement, hein. Ah oui, mais enfin, oui, clairement. Parce que dans l'analogie du climat, aujourd'hui, on parle de croissance verte, par exemple. Oui, il y a plusieurs. Comme on dit, hein, tout le monde est d'accord globalement sur l'écologie, globalement tout le monde une grande partie des gens sont d'accord pour dire qu'il y a bien un réchauffement climatique qui va entraîner un dérèglement climatique. Même Marine Le Pen est d'accord pour le dire. Par contre, sur les choses à mettre en jeu et sur les intérêts à attaquer ou à remettre en question, on n'est pas du tout sur les mêmes politiques pour le coup. Entre un Macron, entre un Le Pen, entre une Pécresse, un Mélenchon, un Poutou, etc., quoi. Donc effectivement, là, là toute la critique, donc il y a ce monde-là du politique, et après il y a tout le monde aussi médiatique qui lui fonctionne aussi sur un tout autre système
que le système politique ou que le système scientifique. Lui, son système, c'est le système de l'audience, et on est dans le système aussi, donc surtout ultra capitaliste américain, et de l'entertainment en fait, avec des sujets, c'est-à-dire c'est le talk show à l'américaine, où on va faire passer des grandes stars qui ont des problèmes de couple à régler ou de cul à régler. Et ensuite, on va faire passer des scientifiques, qui sont pas du tout sur le même registre de discours. Et il faut que tout ça passe, voilà. Ce que montre bien justement cette émission-là, parce qu'en fait, le problème ne réside pas dans le fait que le public reçoive le message, parce que les scientifiques, assez rapidement, ils passent dans cette émission qui est l'émission la plus populaire, la plus regardée, qui a vraiment un impact sur la société de masse, dont tu parlais au début de l'émission, Vivien. Donc le message est diffusé, mais le message est diffusé d'une façon qui fait que les gens ne vont pas le comprendre. En fait, le problème n'est pas de diffuser l'information, c'est ça, parce qu'on leur a donné la chance au final aux scientifiques de l'exprimer, ce qui se passait. Tous les codes de ce système, c'est-à-dire que là, on parle de media training, etc. Il y a tout un ensemble de codes à prendre en compte pour rentrer dans un système extrêmement, en fait, qui n'est pas du tout libre. En fait, on a l'impression que c'est un système extrêmement libre de parole, mais pas du tout. C'est un système extrêmement codifié où il faut parfaitement rentrer dans les cases pour que, en fait, l'intérêt soit partagé. C'est-à-dire que qu'en tout cas, les scientifiques, ils arrivent à faire passer leur message, et que les journalistes, ils arrivent à faire de l'audience. Faut que les deux soient corrélés, quoi. Donc, si tu n'arrives pas à faire passer ton message, c'est pas trop grave si tu fais de l'audience. Par contre, si tu arrives à faire passer ton message, mais que tu écroules les audiences, c'est pas la peine. Et puis là, sur le coup, je vais rejoindre Gabriel pour la deuxième erreur d'écriture du film, à mon sens, c'est que généralement, un pétage de câble en direct comme ça fait le buzz pendant plusieurs jours, quoi. Ça fait des articles dans les journaux, etc. Enfin, dès qu'il y a quelqu'un qui quitte un plateau, on a directement tous les médias qui reprennent en disant oh machin a quitté le plateau, a pété un câble, etc. On trouve la séquence sur tous les journaux, et généralement, ça fait plutôt du buzz. Ça a tendance à faire du buzz, et généralement, les gens ont plutôt tendance à réinviter ces gens-là, quoi. Donc c'est assez drôle le film, en fait, le discours là-dessus, je trouve qu'il est assez drôle sur le discours sur les médias, parce que là-dessus je le trouve un peu à côté. Ouais, mais là je te suis pas du tout, Vivien. Enfin, je comprends cette idée de buzz quand quelqu'un pète un plomb, c'est vrai, mais si tu prends l'époque, je reviens sur le climat, si tu prends l'époque où les premiers lanceurs d'alerte sont venus dans les médias, on les prenait juste pour des hurluberlus et on les réinvitait pas parce qu'on disait qu'ils étaient bizarres. Oui, un peu comme certains promoteurs de pseudosciences, etc. Oui, non, ça, je suis d'accord. Mais pour le coup, la société a vachement évolué depuis, à mon sens. Mais c'est comme s'il y avait certaines personnes qui avaient le droit de taper du poing sur la table pour certains sujets et pas d'autres. Ah, peut-être. Ça revient à ce qu'on disait à l'instant sur la hiérarchisation de l'information. Si tu gueules sur un truc un peu banal, ça va faire le buzz, tout le monde va te réinviter parce que t'es marrant, parce que tu gesticules. Mais si c'est sur un sujet grave, etc., là, je pense que ça n'a pas le même impact. Ah, peut-être bien. Ah, t'as peut-être raison. Après, ça dépend aussi des personnes concernées. C'est sûr que si c'est des personnalités, ça va faire plus de buzz, alors que là, elle est absolument pas connue. Donc, effectivement, c'est une inconnue qui pète un câble, effectivement. Et puis, en plus, c'est une femme, donc forcément, on va la traiter d'hystérique, quoi, comme dans le film. Voilà. Qui dénonce vachement la misogynie aussi du milieu, quoi. Ah oui. Et aussi sur les femmes scientifiques, le sexisme a une part dans ce film assez intéressante, ouais. Et tu penses à quoi, là, plus explicitement sur les femmes scientifiques ? Parce que y a ce vieux truc paternaliste qui est encore présent dans notre société. Tu peux le voir sur certains plateaux de certaines chaînes de télé, où une femme scientifique est considérée moins compétente qu'un homme. On va faire de la discrimination sur l'apparence aussi, pour décrédibiliser. Une femme est hystérique, elle est en proie à ses émotions, donc en gros, on peut pas lui faire confiance. Oui, il y a encore ce truc-là qui est là dans la société. Et justement, le film dénonce ça. Et sur le coup, c'est drôle, parce qu'il dénonce aussi le fait de sexualiser à outrance, et pour le coup, ça tombe pas sur elle, là, pour le coup, ça tombe sur Leonardo DiCaprio, qui est ultra sexualisé pendant par les médias, et puis par tous les réseaux sociaux, quoi. C'est assez drôle comme truc. Alors, je trouve que là, pour le coup, le stigmate est un peu renversé pour ce truc-là. Ouais, mais comme s'il fallait que ces deux personnages collent à l'infodivertissement dont tu parlais, l'entertainment, c'est-à-dire lui il est chiant, il est scientifique, il raconte des trucs qu'on n'a pas envie, donc on va lui trouver une utilité médiatique autre
Donc là, c'est le physique. La scientifique Dibiaski, elle, ça va être son tempérament. Voilà. Donc on trouve des choses superficielles pour agir dessus parce que c'est ça qui va créer du buzz. Il y a l'idée d'attribution aussi de la découverte du coup. Au début, en fait, donc on voit tout le glissement du personnage de Randall qui se perd un peu en cours de route éthiquement avant de rebondir. Mais du coup, au début, il corrige plusieurs fois en insistant sur le fait que sa doctorante est la découvreuse initiale et qu'ils sont co-découvreurs ensemble, etc. Puis elle finit par être mise au placard du coup pour ces histoires du coup de bad buzz et finalement il arrêtera de corriger les gens jusqu'à accepter qu'on lui donne le crédit et les lauriers. C'était intéressant de voir aussi que c'est en cédant du coup à ce genre de mécanisme insidieux par la répétition que du coup on laisse agir le sexisme ordinaire, je trouve. Ouais, totalement. Après, je pense que l'origine de la découverte, il est bien clair puisque de toute façon, c'est elle qui a son nom à la comète. Donc après, c'est pas ça, le fait qu'elle ait découvert qu'elle ait découvert la comète n'est pas remis en question pour le coup. Donc du coup, elle récupère le nom d'une comète qui va détruire la planète. Je sais pas. Oui, c'est un peu tourné en dérision d'ailleurs dans le film, ce côté-là. Oui, ça pour le coup, oui. La présidente, à un moment, elle fait une allusion comme ça. Elle dit, je sais plus exactement le terme, mais elle y fait vraiment allusion, l'air de dire, exactement ce que tu viens de dire, Adeline, plus ou moins, quoi. Oui, ça, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a tout un côté très humoristique là-dessus aussi. Le fait de donner son nom à une comète qui va détruire la planète. D'ailleurs, c'est presque lui, je crois d'ailleurs, qui donne son nom à elle, à la comète. C'est effectivement. J'ai pas compris la phrase. C'est lui qui donne son nom à elle, à la comète. Oui, effectivement, elle était pas claire ma phrase. C'est le professeur, donc Mindy, donc je vais parler DiCaprio, qui donne plutôt le nom de sa doctorante à la comète, plutôt que elle qui donne son propre nom à la comète. Effectivement, c'est lui qui insiste et c'est pour ça que je dis que au début il y tient beaucoup, c'est vraiment important pour lui pour des raisons déontologiques et puis petit à petit il y a quand même un glissement quoi. Je me souviens très clairement d'un moment où il arrête de corriger, il dit docteur vous avez découvert la comète etc. Puis au bout d'un moment l'autre elle est oubliée quoi. Une fois qu'il est nommé conseiller à la Maison Blanche là c'est fini quoi. Moi, je vois ce film en 3 phases, en fait. La première phase qui est la phase de la découverte, où là, ils vont essayer d'annoncer et de lancer l'alerte. Donc, découverte, lancer l'alerte. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, il y a la deuxième phase. C'est là où la présidente change d'avis. Dans son intérêt, c'est quand même mieux d'essayer de faire exploser la comète. Donc, la réponse immédiate, c'est encore le temps où on peut changer. Parce que là, même si scientifiquement ça ne tient pas du tout la route d'envoyer une bombe nucléaire dans un space shuttle pour détruire un astéroïde qui fond sur la Terre, en tout cas on essaye. Il y a un projet très intéressant qui s'appelle le projet DART qui est mené par la NASA et qui en fait va mener son terme en septembre de cette année-là. C'est un satellite qui a été lancé l'année dernière pour en fait essayer de faire des tests de dévier des astéroïdes comme ça. Oui. Donc ils ont choisi un caillou dans l'espace, grosso modo. J'ai noté le nom, je vais vous trouver ça tout de suite. Donc le caillou en question, ça s'appelle le Didymos. Et autour de ce caillou, il y a un astéroïde en orbite qui s'appelle le Dimorphos. Et donc ce satellite DART va percuter cet astéroïde et on va essayer de voir comment cet astéroïde va dévier ou pas. On ne sait pas trop. Mais techniquement, pourquoi on n'enverrait pas un missile nucléaire sur une astéroïde comme ça? C'est que la marge d'erreur, elle est très très grande en fait. Et une erreur dans la visée vraiment minuscule a des répercussions énormes et en fait ce serait assez difficile de viser un astéroïde comme ça qui arrive très vite. Donc là où l'expérience de la NASA là, de cette année va permettre d'avoir des protocoles dans le futur, si jamais ça arrive, d'avoir déjà un protocole tout prêt et tout testé. Oui, là après le film part du principe qu'il existe déjà un protocole d'après ce que j'ai compris parce que il s'appuie sur la société là de protection de la Terre là, de la NASA. Alors j'ai plus le nom exact si vous l'avez écrit. Donc société apparemment qui existe vraiment. Le film d'ailleurs déconne là-dessus en disant ouais voilà ce truc là existe vraiment.
Alors oui, je l'ai noté aussi. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est un des éléments dans le film qui nous ramène au changement climatique. Là, le réalisateur, il nous fait un petit clin d'œil. En fait, il nous dit, mon film parle de quelque chose qui, quand même, est vrai, a un rapport avec la réalité. Donc, c'est le Bureau de coordination de la défense planétaire. Donc, qui est un bureau qui existe vraiment. Et c'est le bureau qui est... C'est le SWORD dans la MCU. Les Avengers, quoi. Et du coup, c'est eux qui observent comme ça les astéroïdes, tout ça en moment. C'est eux qui détecteraient ça. Donc, ce côté, on ramène à la réalité, fait le pont changement climatique et comète qui est totalement fantaisiste, puisque ça n'existe pas. Pas fantaisiste parce que ça ne pourrait pas exister, mais c'est pas quelque chose qu'on connaît, qu'on le rattache au changement climatique, la thématique actuelle. Je me suis totalement perdu dans mon explication, mais on arrive finalement à la réponse immédiate, où il est encore temps de changer. Et ensuite, on arrive dans la troisième partie où là, c'est trop tard. Parce que même si on est d'accord, le personnage hyper riche là, d'Ultratech, que j'aime beaucoup, c'est mon personnage préféré dans le film. Oui, je suis d'accord. Mark Rylance, là, qui joue Peter Isherwell. J'adore ce rôle. Et pour moi, c'était Elon Musk. Vous l'avez vu comme ça ou pas? En fait, c'est un mélange. C'est un mélange, ouais. Ouais, moi j'ai vu un mélange de tous les GAFA. Apple, Alors d'après ce qui a été dit, c'est Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Richard Branson. Richard Branson pour Virgin. D'accord. En tout cas, voilà, c'est cet entrepreneur qui est très charmeur et qui a beaucoup d'argent et en fait que les gens suivent pour des projets qui sont pas forcément très scientifiques. Et qui est un total sociopathe. Oui, c'est un psychopathe, ce mec. Ouais. Moi, j'ai vraiment vu l'image de Elon Musk avec ses projets un peu fantastiques. C'est un peu Bill Gates aussi. Hein. Un petit peu. Oui, Bill Gates aussi, oui, effectivement, il y a Bill Gates aussi qui est concerné, notamment pour le côté résoudre le problème par la technologie, comme Bill Gates propose de le faire, notamment avec le réchauffement climatique, en mettant des capteurs de carbone, etc. Enfin, un truc très particulier, enfin de la géo-ingénierie, quoi. C'est un clin d'œil très rigolo aussi d'avoir choisi cet acteur spécifiquement pour incarner ce personnage-là, alors qu'il avait très récemment incarné un autre dirigeant technophile, mais plus philanthrope, dans Ready Player One de Spielberg. Ah oui. J'avais pas fait le rapprochement. Oui, c'est vrai. Il représente un geek beaucoup plus, voilà, c'est le grand sage qui va donner les clés de son royaume à une personne lambda dans la foule, ce qui n'est pas du tout le cas de notre personnage ici, hein, très clairement, on est à l'opposé. Ce qui montre la qualité du jeu de l'acteur, parce que franchement, c'est pas du tout le même jeu dans les deux trucs, hein. C'est pas du tout la qualité de jeu, c'est pas du tout physiquement, quand tu le dis, c'est vrai. Alors, au niveau du jeu, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est ça qui est assez, enfin, parce que là, il joue vraiment un personnage très détaché, qui rigole tout le temps, qui est pas, on a l'impression qu'il est tout le temps sous, pour reprendre le thème de la drogue, on a l'impression qu'il était tout le temps drogué, quoi. Il est tout le temps perché, etc. Il est jamais inquiet, il y a toujours un truc ça va bien se passer, etc. C'est très gourou. Oui, très gourou. Ah ouais. Ah ben je dirais même plus, il se prend pour Dieu, ce mec-là. C'est clairement, c'est clair qu'il se prend pour Dieu. Enfin, le discours qu'il tient là justement quand DiCaprio lui demande la revue par les pairs, le discours qu'il lui tient, c'est clairement le mec qui se prend clairement pour Dieu, quoi. C'est y a rien qui m'arrêtera, etc. Vous ne connaissez pas. Enfin, il y a tout un truc. Il est ultra imbu de lui-même. Enfin, il va sauver la planète à lui tout seul. C'est assez ouf, quoi. Mais d'ailleurs, vous avez eu la blague du début du film sur Bash Industries, qui produirait carrément le film Don't Look Up, c'est drôle. J'ai pas fait gaffe. En fait, au générique de début, là, vraiment quand le film commence, il y a produit par Hyperobject, donc c'est la société de production d'Adam McKay, le réalisateur. Et tout de suite après, t'as Bash Industries Content, et après, Netflix. C'est très drôle. Ah, j'avais pas fait gaffe. Non, j'ai pas fait gaffe. Je lis pas assez les génériques, malheureusement. Donc Bash Industries, ça n'existe pas, hein, c'est vraiment la société créée pour le film, quoi. Oui, non, parce que j'imagine que s'il y avait une société qui avait vraiment produit le film qui s'appelait Bash, à mon avis, ils auraient refusé que l'industrie qui détruit le monde dans une... Non, mais c'est pas sûr. Ça fait vendre, hein. C'est la même nom.
Il y a aucun le buzz, bad buzz ou good buzz, ça fait vendre, hein, donc. Ah, ouais, non, ça m'étonnerait quand même. Là, enfin là, c'est quand ils détruisent la planète, quoi. C'est vraiment, je sais pas, enfin bon. En tout cas, c'est complètement fake, mais ouais, merci pour la précision, parce que sur le coup, moi, j'avais pas du tout vu ce truc-là. Mais il y a plein d'autocritiques un peu parsemées comme ça dans le film, même sur Netflix lui-même, quoi. Oui, parce que c'est assez drôle quand même qu'on a un film qui justement critique un peu toutes ces grandes entreprises multinationales, donc plutôt tournées vers les technologies. Donc on a aussi, enfin c'est aussi une parodie de Google, d'Apple, etc. Et effectivement, donc il sort sur Netflix, donc il sort finalement sur une de ces plateformes, quoi. Ça c'est assez drôle. Puis dans le film, Ouais, surtout, on a aussi le film dans le film là. c'est Donc je ça sais plus comment il exactement. s'appelle, Total Destruction, quoi. Fait vraiment. Ouais. Mais je pense que le mec c'est une parodie de Michael Bay, quoi. C'est vraiment. Avec une petite apparition de Chris Evans, évidemment, qui est connu pour jouer Captain America, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est Ouais. lui, c'est Captain America. Donc, ils auraient pu mettre Bruce Willis si le film avait été fait dans les années 90, quoi. Oui, C'est, aussi Bruce Willis n'avait pas une carrière qui était complètement chute libre, quoi, depuis. Non, mais c'est marrant parce que ce film, dans Don't Look Up, le film La Totale Destruction, il sort pour prévenir des dangers de la comète, et Don't Look Up sort pour prévenir des dangers du climat. Donc c'est vraiment une mise en abîme un peu drôle. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et Oui, c'est vrai. objectif finalement sur l'objet et le but du film, quoi. C'est-à-dire ils savent très bien que ça n'est qu'un divertissement et que son impact va pas être de ouf non plus sur le monde. Oui, et puis on a parlé de l'impact des politiques, on a parlé aussi des médias. On n'a pas trop parlé encore du secteur culturel en fait, qui est aussi vachement critiqué dans le film, donc qui est quand même vachement globalement rattaché au secteur médiatique, mais on a toute cette histoire complètement débile là de séparation entre deux grandes stars qui va faire le buzz pendant des jours et des jours, alors que ça ferait vraiment aucune importance comparé en tout cas à l'impact de la comète. Et puis après, on a le fait que tous ces artistes-là vont finalement s'engager, vont faire des concerts, etc. Alors là, c'est un peu compliqué en fait, parce que pareil, le réalisateur du film justement rentre dans ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il veut prévenir là-dessus, mais en même temps, il se fait un sacré paquet. Il compte bien se faire un sacré paquet de pognon aussi. Enfin, il y a tout cet aspect un peu. Alors, je sais pas trop si c'est. Alors sur le réalisateur, clairement, c'est critique, mais sur le concert type We Are the World, là, ouais, c'est ça, ouais, voilà, ou le concert de AIDS là où avait participé Queen, etc. Enfin, tout ce genre de truc là, quoi. La critique elle est moins perceptible, je le trouve, pour le coup. Alors moi, je l'ai vu justement comme un truc ultra passif qui ne sert à rien à coup de hashtag passif, quoi. Hashtag on aime la planète, mais bah c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse, quoi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous deux. Pour moi, c'est une forme d'autodérision, dans le sens où Adam McKay est conscient de ses contradictions, du fait d'aller sur Netflix pour produire et diffuser son film. D'ailleurs, que pour diffuser, parce qu'il me semble qu'à la base, c'est une production indépendante. Hein, je crois qu'on en avait déjà parlé entre nous avant l'émission. Et puis, c'est ces histoires de concerts, de rattachement à la culture aussi, d'avoir un casting 5 étoiles. Bon bah c'est important d'avoir l'autorisation je vais y arriver avec ce mot, d'avoir de l'autodérision aussi pour montrer que on peut être conscient de ses contradictions et en avoir, et puis que on est tous au fond coupables d'une certaine forme d'hypocrisie et que ça doit pas nous empêcher d'avancer et d'essayer d'éviter les dérives et les dérives les plus graves, et que c'est ça qui compte, et que avancer dans la bonne direction sera finalement utile, que donc si le film peut amener justement des questions de société, il aura réussi son pari, même si il aura eu son propre bilan carbone, qui se sera appuyé sur des personnages à forte influence pour ça, et que c'est finalement pas ça qui était important. Voilà. Alors moi, la scène du concert, ça a fait écho chez moi à un clip de Lil Dicky, d'une chanson qui s'appelle Earth. Je sais pas si vous avez vu ce clip-là, mais en fait c'est exactement ce qui se passe dans le film, dans le concert, c'est-à-dire une star américaine en l'occurrence, qui a beaucoup d'impact sur Internet, qui va faire une musique. Donc la musique Earth, c'est We Love the Earth.
Donc, on aime la Terre. Et en fait, cette chanson est à la fois pour les adultes et pour les enfants, est un message à l'appel de la beauté de la planète Terre, de l'unité entre les peuples. Donc c'est une vidéo de 7 minutes qui est faite en 3D, qui est très belle. Je vous conseille de chercher sur YouTube. Vous tapez Lil Dicky, D-I-C-K-Y, et le titre c'est Earth, la Terre, donc E-A-R-T-H. Et à la fin de ce clip, qui a été fait une collaboration de beaucoup d'artistes très connus, je pourrais pas en faire la liste là, mais il y en a vraiment beaucoup. Et qui apparaît à la fin du clip, je vous donne dans le mille, essayez de trouver. Chris Evans. Non. Ariana Grande. Non. Encore plus évident, et qui a un rapport avec le film de ce soir, évidemment. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Yeah. qui donc est indiqué par le personnage dans ce clip comme qui est joué par lui-même, hein, Lil Dicky, qui dit que Leonardo DiCaprio est l'ambassadeur de ce mouvement de la planète verte, de sauvegarder la planète. Et du coup, Leonardo DiCaprio, ça fait quand même quelques années qu'il se met dans cette position de transmettre le message de l'environnement. Oui, c'est un activiste. Oui. Hein. Mhm. Oui, Voilà. il a changé son quotidien, sa maison. Ah, il a les moyens, on est d'accord. Hein. Mhm. Mais il a une voiture électrique chez lui. Enfin, tu vois, il essaye tout ce qui est possible de faire en matière d'écologie. Il essaye de l'appliquer à lui-même. Alors déjà, c'est pas mal. Alors, cette vidéo, je vais terminer avec ça, et puis je vais refaire un petit parallèle avec le film. Cette vidéo fait 344 millions de vues. Donc en fait, je pense que le parallèle dans ce film-là, c'est qu'il y a un moment donné, le message, il va être transmis justement aux chanteurs. Pourquoi ? Parce que quand on met un scientifique sur un plateau qui dit la vérité, personne ne le croit, et quand on met la chanteuse derrière, tout le monde l'écoute. Donc si tout le monde l'écoute quand elle divorce, ben peut-être que tout le monde va l'écouter quand elle va faire une chanson qui va parler justement de ce problème-là. Et on voit l'évolution en fait, c'est-à-dire que les scientifiques vont utiliser la notoriété de cette fille qui au début les a complètement détruits, hein, parce que leur info est passée inaperçue à côté de son débat amoureux. Et maintenant, cette actrice-là va être porteuse, comme Lil Di qui a été porteur de ce projet vidéo qui est une très belle vidéo. Je vous conseille vraiment de la regarder. J'adore cette chanson. C'est un peu bébête, mais j'adore. En fait, c'est vrai que c'est le moment dans le film en fait où on rentre vraiment dans une confrontation politique avec deux pôles. D'un côté, donc les partisans de la présidente et donc le mouvement Don't Look Up et le mouvement plutôt scientifique qui est le mouvement Look Up tout simplement, je crois c'est ça. Just Look Up, non ? Just Look Up, c'est ça, t'as raison. Bah oui, c'est toi qui l'as chanté tout à l'heure, en plus j'aurais dû m'en souvenir. Mais oui, effectivement. Et donc là, on est vraiment sur une position totalement politique, c'est-à-dire d'essayer d'influencer la population pour que la population suive, quoi. Donc, et donc en fait, des deux côtés, on va avoir les réseaux sociaux qui se déchirent. Donc là, tous ces montages-là sur les enchaînements de tweets, les vidéos, etc., on voit que la société en fait se divise complètement en deux, quoi. Et donc en fait, le but c'est de convaincre le plus de gens possible pour essayer d'agir. Et là, c'est là où je trouve qu'il y a justement le troisième gros problème d'écriture. En tout cas, pour moi, le plus gros problème d'écriture de tout le film, c'est qu'à un moment, vite fait, dans une vidéo, on entend parler sans doute la présidente de l'ONU qui dit que l'ONU est en train de réfléchir justement à faire son propre lancement pour dévier la comète. Donc moi, à partir de ce moment-là, je sais pas pourquoi, moi je me suis dit, s'ils sont en train de faire un concert, action, etc., c'est qu'ils essayent de récolter des fonds pour pouvoir faire un espèce de lancement entre guillemets citoyen, quoi, ce qui pourrait se voir justement avec le climat, quoi, de débloquer des fonds pour qu'avec d'autres pays on puisse envoyer des fusées. Et là, ça marche pas du tout avec le moment où justement ils ont l'air d'avoir un espèce de local de campagne justement où ils organisent tout ça. Et là, donc on a le mec du comité de défense de la planète, là, je sais plus quel est son nom, qui reçoit en fait un appel où on lui dit en fait qu'il y a une fusée qui a pas décollé. Et donc il réexplique tout ça. En fait, il nous explique à ce moment-là que la Russie, la Chine et l'Inde ont été écartés sur coup du minage de la comète et donc sur coup ont voulu faire leur propre lancement qui a échoué. Et donc à partir de ce moment-là, ils sont dépités. Donc en fait là, le problème d'écriture est le mec, il est en train d'expliquer aux gens à côté de lui qu'il y a un autre lancement comme s'ils étaient pas au courant. Et ils sont tous dépités comme si en fait ils comptaient tous là-dessus.
c'est extrême. Enfin, ce moment du film est vraiment le moment le plus bizarre et je ne comprends pas du tout comment, en fait, au niveau de l'écriture, il a pu passer tellement. Enfin, à mon avis, moi, je comprends. Je sais pas si vous avez compris ce passage-là, mais moi, il est encore. Enfin, aujourd'hui, j'y comprends toujours rien. Je suis complètement d'accord, moi, et ça m'a beaucoup perturbé aussi, mais pour une raison un peu différente. C'est-à-dire qu'à la façon dont c'était monté juste avant cette séquence-là, j'ai même cru qu'en fait, que comme ça me paraissait pas possible que les États-Unis soient pas au courant, et qu'ils voulaient eux aller se faire de la thune, mais qu'en fait ils avaient saboté le projet pour pas que ça décolle. Donc tu vois, j'en étais à ce niveau-là de cynisme qui m'aurait pas du tout choqué dans le film, quoi, si ça avait été assumé. Donc que d'un seul coup on te dise qu'en fait, oh non, du coup maintenant on est vraiment dans la merde. Je me suis dit, ah bon, d'accord, ok, bon bah partons avec ça, mais effectivement c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, quoi, pour moi. Parce que là, pourquoi on comprend pas, en fait, tout ce mouvement-là du Just Look Up, on sait pas à quoi il sert, quoi. Parce que s'ils étaient pas au courant du lancement, donc surtout ça servait pas ce lancement-là. Enfin, voilà. Là, il y a tout un truc, là, dans cette deuxième partie-là, qui se tient pas du tout par rapport à ça. C'est vraiment dommage. Là, il y a vraiment un gros problème d'écriture là-dessus, quoi. Et donc là, c'est vraiment tout le moment, justement, où je pense l'aspect, justement, donc on a abordé déjà l'aspect scientifique du film, donc l'aspect, comment, en fait, on arrive à vulgariser certains points de la science, notamment la revue entre les pairs, le problème de la confrontation de la science et de la politique, et de la science des médias et de la science et de la société en général. Ça, c'est des thèmes aussi qu'on trouve notamment dans le film Agora, donc je parlerai à toutes les émissions jusqu'à temps qu'on en traite. Qui est encore mieux traité d'ailleurs à mon sens dans Agora, mais dont là où c'est extrêmement visible parce que justement ça parle de notre monde à nous, donc c'est beaucoup plus raccord. Et donc là, on arrive justement dans la division politique, comme j'ai fait, et comme tu le disais tout à l'heure, Adeline, c'est-à-dire dans la manipulation de masse. Et là, c'est assez drôle parce qu'en fait, dans le film, contrairement au réchauffement climatique, c'est le réchauffement climatique, pour l'instant, on commence à avoir des effets du réchauffement climatique, mais les gens, enfin, une certaine partie des climato-sceptiques, qui est pas quand même un mouvement extrêmement présent en France, faut le dire quand même médiatiquement, le climato-scepticisme en France, ça n'existe pas énormément. Par contre, aux États-Unis, c'est très très présent. Et en fait, dans le film, justement, la comète, elle est visible, quoi. Elle est visible, tu peux pas la contredire, quoi. Mais il y a toujours des gens, en fait, qui ne veulent pas la regarder, quoi. Et donc là, on est vraiment dans la manipulation de masse, et ne regardez pas ça, faites-nous confiance, on va s'en occuper. Enfin, alors là, autre problème d'écriture, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une comète à miner, et à la fois, faut pas la regarder, etc. C'est très très bizarre ce passage. Ne regardez pas la comète qui existe, qu'on va miner. Elle n'est pas visible de la même façon dans tout le film. Parce qu'au départ, elle est visible par les scientifiques, certes, mais le public en a vraiment pas du tout conscience. Et il y a ce basculement. D'ailleurs, c'est une scène très importante dans le film où quand la scientifique est sur le toit avec son petit copain et qu'elle voit la comète. Et là, le fait que les gens le voient, là, ça change tout à fait la donne. Les gens commencent à y croire, justement, vraiment, à paniquer, à se dire, ça existe. Et c'est un petit peu la période qu'on est en train de vivre là. Au niveau du climat, on est un petit peu à la phase 2, c'est-à-dire on nous a prévenus, maintenant on voit que ça arrive, maintenant la phase 3, on fait quoi? Est-ce qu'on attend que Elon Musk nous trouve une solution en faisant des tunnels, en faisant des projets qui n'ont rien le projet du tunnel de Las Vegas. Oui, le Hyperloop. Le Hyperloop, c'est ah oui, non, c'est autre chose, ça. C'est plus ou moins le même projet. Non, c'est les tunnels de Las Vegas, c'est faire tracter sa voiture dans des souterrains pour se déplacer plus facilement à Las Vegas, je crois. Oui. Alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus simple de creuser un métro, quoi. C'est un projet qui s'appelle le Hyperloop et qui en fait n'est pas du tout nouveau. Ça a été déjà réfléchi. C'est faire voyager des véhicules dans le vide en fait. Et puis comme il ne peut pas faire fonctionner ça, évidemment ça évolue. Maintenant c'est des voitures. Ça. Enfin bon, voilà, un projet qui à mon avis va se casser la figure. Tiens d'ailleurs, j'en profite c'est comme pour le faire tunnel sous la Manche. Il y a un parallèle à faire avec une histoire comme ça de technologie perdue, voilà, qui n'était pas tout à fait en phase avec son temps, parce que je trouve que le film fait... Hein? J'ai dit l'Atlantide, mais désolé, tu dis technologie perdue, moi je pense à l'Atlantide, ouais. Quoi. C'est automatique. Moins vieux. On sait tous que l'Atlantide a vraiment existé, de toute façon, c'est moins de là vieux, que vient la après, porte des étoiles, voilà. Après, moins vieux, sur le coup, t'as les pyramides comme piste d'atterrissage pour les vaisseaux spatiaux, après ça, je vois pas. Non, technologie perdue, la Game Boy.
Oui, voilà, c'était ça. Non, c'était par rapport au train. Du coup, vous connaissez tous le Shinkansen, j'imagine, au Japon, qui du coup est un train à suspension magnétique qui a cet effet de supprimer les frottements des roues et qui du coup permet des accélérations très importantes. C'est aussi un gain d'énergie et une économie qui sont non négligeables. Et puis, du coup, c'est un projet qui est relativement récent dans l'histoire des techniques. Et ben, dans les années 70, si je dis pas de bêtises, en France, il y avait un ingénieur qui avait le projet de faire la même chose. Et il y avait un essai qui avait été démarré, je ne sais plus où exactement. Je pense que c'était en Picardie. Et on peut encore aujourd'hui observer abandonné au milieu de la campagne les 2 poteaux en fait et le tablier posé en fait du début de l'essai de cette construction qui n'a jamais pu être financée jusqu'au bout parce que personne n'y croyait, de ce qui aurait pu devenir le moyen de transport principal en France aujourd'hui. Alors, ça soulève tout un tas de questions parce qu'effectivement, ce n'est absolument pas la solution miracle ni parfaite et c'est quelque chose qui est beaucoup abordé dans le film aussi. De dire que la technique elle est imparfaite et qu'elle n'est pas toujours scientifique, ou en tout cas elle n'est pas toujours faite avec les scientifiques ou dans des intérêts de recherche fondamentale qui sont décorrélés de ces intérêts privés, et puis que du coup ça peut échouer. Et donc là c'est le cas, c'est des choses qui arrivent, qui se produisent vraiment dans la vie de tous les jours, mais elles sont pas nécessairement mauvaises, quoi. Ah, ça me fait penser à une vidéo pour finir sur ce truc peut-être, sur Dirty Biology justement qui avait fait toute une vidéo sur les technologies qui ne sont pas encore apparues. Enfin, c'était comment? C'est espèce d'uchronie au niveau technologique, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu développer, par exemple, le vélo d'une toute autre manière qu'on l'a développé, parce qu'on l'a développé dans un certain sens et pas dans un autre. Et en fait, il y a plein de technologies qui auraient pu avoir lieu, quoi. C'est l'idée d'un monde, c'est ça, d'une uchronie, c'est-à-dire qu'avec d'autres technologies qu'on aurait pu se développer, par exemple, on a pu choisir de développer plus l'électricité que le charbon, etc. Et on vivrait totalement dans un autre monde. Et ça posait pas mal de questions. Je sais pas si ça répond un petit peu à ce que tu disais, Geoffrey, là-dessus, mais voilà, il y a une vidéo de Dirty Biology là-dessus qui est vachement intéressante. Alors, je me rappelle plus du nom, ça fait un moment qu'il est sorti. Il y a des films qui développent ça, hein, sur le rétrofuturisme notamment, qui parlent de technologies qu'on aurait pu avoir, qui seraient même désuètes aujourd'hui. Le steampunk. Steampunk, c'est la vie. C'est un et le dieselpunk. La Mad Max. En fait, oui, c'est ça. Cyberpunk, pour le coup, c'est vraiment dans le futur. Mais donc pour le coup, c'est pas une uchronie. Mais en fait, t'as le steampunk qui est plutôt période victorienne. Donc là, c'est plutôt toutes les technologies qui ont attrait au charbon et à la vapeur. Et le dieselpunk est plutôt tout ce qui est technologies qui ont attrait à l'essence, au pétrole. Mais plutôt, en fait, on se situe plutôt entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour le coup. Et donc là, par exemple, en film, t'as Captain Sky et le monde de demain, c'est du dieselpunk, par exemple. Si vous avez déjà vu Captain Sky et le monde de demain, avec des robots géants qui attaquent, mais les robots géants sont vraiment faits à la manière technologie Première Guerre mondiale. Vous avez aussi une scène dans, mais on s'égare complètement de Don't Look Up, mais une scène dans Sucker Punch où ils se battent dans les tranchées face à des zombies, et là on est dans le dieselpunk. Rocketeer aussi, non? Rocketeer, absolument. Rocketeer. Ouais. Là, j'ai pas vu celui-là. C'est intéressant. Voilà. Et puis dans un style beaucoup plus satirique qui pourrait ressembler de très loin à Don't Look Up, il y a aussi c'est pas Captain Sky, non, c'est celui où il y a les nazis sur la lune là, aidez-moi. Iron Sky. Iron Sky, oui, voilà. Ce film. Oui, c'est vrai, ça pourrait ressembler pas mal à ça, notamment la présidente des États-Unis qui a un peu globalement le même rôle, quoi. Oui. Ah, il est trop drôle ce film. Enfin, un jour, il faudra qu'on en parle. Non, faut pas que je parle de Iron Sky maintenant, on va se perdre. Bon. Juste, je peux rétroagir à ce que tu as dit tout à l'heure. Vas-y, rétroagis. Tu as parlé d'incohérence de scénario sur le fait que la comète est là, mais les gens continuent à ne pas regarder. Et là, ça me fait penser, par exemple, aux platistes. Tu peux leur dire, mais sortez, regardez, faites des calculs, mais les gens continuent à croire quand même. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Non, parce que le système de croyance, sur le coup, il est clair et net. En fait, c'est l'intérêt, en fait, de l'État. Parce que l'intérêt de l'État, sur le coup, en fait, c'est plutôt de faire comprendre à la population qu'ils vont miner cette comète.
Donc eux, en fait, ils ont aucun intérêt en fait à faire imaginer aux personnes que la comète n'est pas là et qu'elle n'existe pas. C'est ça que je comprends pas. Puisqu'ils vont la miner pour faire des milliers d'argent et pour créer des emplois. Ah oui, mais parce que à ce moment-là, ils disent qu'il y aura des retombées sur Terre, ils veulent pas effrayer les gens parce qu'il y en a qui vont se prendre des bouts de cailloux sur la tronche. Je crois. Oui, Et au moment où ils veulent la miner, je crois qu'elle est visible, non? Non. Ou alors elle est visible vraiment dans la dernière partie. Non, ouais. Elle n'y est pas encore, ouais. Ah non, pas à ce moment-là. C'est justement, ils veulent aller la miner, donc c'est à partir de ce moment-là où elle apparaît la comète. Et donc là, justement, enfin, le but pour moi, le but de la présidente, c'est plutôt de dire, bah oui, regardez en haut, regardez toute la richesse qui vient nous tomber du ciel. Tu peux même, bon là, on reparlera de la fin après du film, sur certains trucs qui, moi, m'ont plutôt déplu sur la fin du film. Ouais, je suis d'accord pour parler de la fin après, ouais. Et donc pour moi, c'est pas du tout cohérent, ça non plus. Enfin, c'est pas du tout cohérent, enfin, c'est plutôt, quel intérêt à la présidente de ne pas faire croire, de faire croire que la comète n'existe pas, alors que dans son discours, elle compte l'utiliser pour créer des emplois. Alors, on a bien vu, le truc de la création d'emplois, c'est totalement la soi-disant politique protectionniste de Trump, etc. On va créer plein d'emplois aux États-Unis. Et puis l'écologie, ça détruit des emplois, donc on va continuer à faire des emplois anti-écologiques, etc. Donc là, c'est clairement ça qui est dénoncé. Mais là, dans le film, ça marche pas du tout. Enfin, à mon sens, moi, ça marche pas du tout. Il y a un réel problème d'écriture aussi. Est-ce que ce serait pas du même style que non, ne mettez pas des masques, ça ne sert à rien, et mettez des masques parce que faut que tout le monde mette des masques, parce qu'en fait, ça sert. Je sais pas, parce que là, il y a tout un projet derrière, alors que les masques, il y a pas de projet. C'est. Parce qu'il y avait pas de masque. Ouais, non mais. Parce que non, mais il y a pas d'intérêt politique au masque ou pas. Oui, c'était surtout qu'il y avait pas de masque. Ouais, mais là, bon, je sais pas. Pour moi, c'est un gros problème d'écriture. C'est un des autres gros problèmes d'écriture du film. Mais... je pense que l'intérêt dans le dire, il dit ça va créer des emplois, mais des emplois pour qui? Les intérêts, ils sont clairement, ils sont pas juste politiques, ils sont plus cupides, bassement matériels que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent aussi que ce soit eux qui puissent contrôler la façon dont va être gérée la ressource. Du coup, l'intérêt, c'est de dire, vous en occupez pas, faites-nous confiance, on va redistribuer les richesses. Tu vois? Ils veulent quand même être les premiers à récupérer les morceaux de cailloux. Ils veulent pas que ce soit donc ils ont aucun intérêt à faire croire à l'absence de la comète, de toute façon. Non, par contre, ils ont intérêt à détourner l'attention de cette comète. Donc, effectivement, à dire don't look up, soit parce que elle n'existe pas, puis si les gens croient ça les arrange parce que de toute façon, ils s'en occupent pas. Soit don't look up dans le sens de, effectivement, vous en occupez pas, faites-nous confiance, on gère. Voilà. Et sous-entendu, au passage, effectivement, on va garder la grosse part du gâteau pour nous et vous aurez les miettes comme d'habitude. Ouais, ou alors moi j'ai peut-être une autre théorie sur quoi en réfléchissant, c'est peut-être plutôt parce qu'ils sont dans la réaction à look up, enfin regardez la comète quoi, parce que c'est eux qui ont commencé en fait, ils ont dit regardez en haut, vous allez la voir la comète, vous allez la voir. Puis en fait ils ont dit don't look up juste pour se mettre dans l'opposition quoi. Oui, pour être les anti quoi. Oui, c'est ça, pour être voilà. Bon, peut-être qu'il y a cette idée là, mais bon, pour moi ça pourrait être mieux fait. Mais d'ailleurs la scène justement où il trouve la comète pourrait être une des plus belles scènes du film, sauf que le problème c'est qu'elle est complètement plombée par son elle est longue cette scène quoi. J'ai regardé là, je fais mais elle est longue, elle est inutilement longue. Enfin ça part partie aussi. Quand il sort de sa voiture là. Ouais, ça prend 10 000 ans. Il sort de sa voiture, il regarde en haut, ça klaxonne. Regardez, il y a une comète en haut. Alors regarde. On revient sur la fille qui fait la même chose. Ensuite, il appelle la fille qui t'as vu la comète, bon voilà quoi. Ça aurait pu être fait en 2-3 plans, ça prend 10 000 ans quoi. Et ça c'est un des problèmes de ce film quoi. Je pense qu'il y a vraiment je reviens sur le problème de reparlons de la fin parce qu'en parlant de problème du film. Bon, je sais pas par quoi on commence. À la fin, ils meurent tous. Oui, bah ça oui. Ouais. Sauf le fils de la présidente. Pourquoi? Ah si, lui, il est mort. Non, il survit, lui. À la fin. Post-générique, les gars. Ouais, post-générique, Mais je l'ai pas vu, moi, ça. Oh, j'ai pas vu non plus. Ah non, mais attends, je peux pas. Il survit avec le sac à main. Ah. Il y a une mini-image post-générique, on voit le fils qui sort des décombres et il fait « Maman ! Maman !» Ah, si, peut-être, peut-être je l'ai vu.
J'ai pas vu la deuxième fois, j'ai vu la première Il fois. prend un selfie. Il prend un selfie avec son téléphone. Ah, mais il pourra pas survivre. On sait qu'il va mourir quand même. Oui, c'est ça, plutôt, oui. C'est plutôt encore, oui, c'est plutôt une grosse vanne à la fin, ouais. Mais oui, si j'ai dû la voir la première fois, parce que j'avais attendu la fin du générique. Mais là, je l'ai pas fait pour le deuxième visionnage. Mais ça m'a pas marqué plus que ça pour le coup. Non, mais on parle de cette prière de fin, là. Ouais, je suis d'accord. Ah, je suis désolé, c'est le truc qui m'a foutu mal à l'aise dans le film, ouais, personnellement. Ça vient pas de nulle part dans le film. Voilà. C'est annoncé un peu de longue date. D'ailleurs, dès que les éléments un peu religieux sont apparus, moi, je comprends tout à fait qu'on traverse des crises spirituelles quand on est face à des événements aussi graves, angoissants, anxiogènes que la fin du monde. Mais j'avoue que la morale ce soit, vous pouvez trouver du réconfort dans la religion. C'est un peu la solution à tous vos problèmes et ça vous aidera à vous rapprocher de vos proches. Ça m'a laissé un goût amer en bouche, quoi. Voilà, ça faisait tellement caricature américaine que je sais pas quoi en penser. Bah, c'est ça. Ça fait un peu caricature du film américain où généralement il y a toujours une prière, etc. On est habitué à ça, les films américains. Mais là, le truc prenait tellement tout à contre-pied, on s'est dit, mais il va pas tomber là-dedans, quoi. Et il tombe complètement là-dedans. Et c'est ouf parce que, à la limite, moi, qu'il y ait des gens qui se réfugient dans la région, enfin, j'ai pas de souci avec ça, il y a aucun souci. Même quand, enfin, parce que moi, personnellement, j'ai pas vu venir, quoi, que le personnage de Timothée Chalamet, justement, soit croyant, etc. Bah ouais, pas de souci, il a le droit d'avoir les croyances qu'il veut. C'est surtout qu'à la fin, tout le monde s'y met, quoi. Enfin, il y a pas une personne qui dit, bah non, mais moi, j'y crois pas, même jusqu'à la fin, j'y croirais pas, quoi. Non, c'est ça en fait qui m'a un peu fait, ouais, mais c'est, enfin, cette fin, elle est extrêmement plus antinomique avec tout le reste de l'idée du film, quoi, qui est plutôt basé pour le coup sur la science, etc. Et qu'à la fin, on peut s'en remettre qu'à la croyance. Bon. Je sais pas. Je suis très très mitigé sur cette fin de film. Et effectivement, là où le film prenait le contre-pied de beaucoup de choses, il prenait le contre-pied des films catastrophes, il prenait le contre-pied de plein de films américains finalement extrêmement patriotes, etc. Où là le film essaye un petit peu de décentrer un petit peu ces questions-là. Là-dedans, il tombe totalement dans le cliché, enfin dans le cliché quoi. Même pas dans le caricatural pour le coup parce que c'est pas détourné. Moi, j'ai vu la même chose que toi, Vivien, et en même temps, j'ai beaucoup réfléchi sur cette fin et je me suis dit peut-être que le film, finalement, soit c'est ça, et ça peut être autre chose, ou les deux sont pas contradictoires. C'est-à-dire que la fin du film, elle revient sur ses plans à la Michael Jackson, là où on voit tout le monde, et on voit d'autres gens sur la planète qui prient, d'autres qui donnent le bain à leur fils, d'autres qui sont pris dans le quotidien. Est-ce que finalement le film ne veut pas montrer que peu importe ce que vous faisiez à ce moment-là, croyants, non-croyants, riches, pauvres, etc., aussi futile soit la vie, acheter du saumon, se faire à manger, etc., parler de banalité, finalement, tout ça va finir par la même chose, c'est-à dire l'anéantissement total de la planète, quoi. Je l'ai vu un peu comme ça, c'est-à-dire, au final, ceux qui prient ou ceux qui prient pas vont finir de la même manière. Mais, effectivement, les personnages principaux scientifiques du film se mettent à prier, alors que, dès le départ, il était admis qu'il n'était pas croyant. Oui, voilà. Moi, j'ai pas vécu du tout la fin comme vous. J'ai vu autre chose derrière tout ça parce que en fait, il faut se rappeler que c'est un film américain qui se passe dans la société américaine et là où nous, on n'a vraiment pas l'habitude de voir les gens prier à table avant chaque repas et tout, dans cette société-là, c'est quelque chose d'assez courant. Et d'ailleurs, le président jure sur la Bible, il me semble, quand il prend ses fonctions. Il décide, il peut jurer sur n'importe quel bouquin en fait. Il faut qu'il jure. Aux États-Unis, oui, c'est plutôt. Ouais, certains. Alors la plupart jurent sur la Bible, mais la plupart jurent sur la Bible. Ils sont obligés de le faire, mais certains décident de jurer, par exemple, sur la Constitution américaine. C'est déjà arrivé. Dans les tribunaux aussi. Oui. Disons que c'est une société où les rituels chrétiens sont quand même super présents, là où pour nous ça pourrait nous choquer. En fait, derrière ce que moi je pense qu'il faut voir derrière cette prière-là, c'est avant tout un moment en famille, parce que c'est des choses que on fait en famille. Il y a cette façon de se rejoindre les mains. Ils se donnent les mains, donc il y a comme une communion. Et en fait, cette prière, pour moi, c'est un peu un prétexte pour dire, au final, le plus important, c'est les gens qu'on aime,
C'est le. D'ailleurs, il le dit, Leonardo DiCaprio. Il dit une phrase exacte, je ne sais plus exactement, mais il dit en fait, on avait tout, on avait déjà tout. On le voyait pas, mais on avait déjà tout. Et moi, j'ai pas trouvé cette scène comme dire oui, il faut se réfugier dans la religion parce que il faut croire pour survivre et tout ça. En fait, je pense que cette scène, elle a voulu dire réfugiez-vous vers votre quotidien, en fait, votre quotidien. Pour les Américains, le quotidien, ben c'est enfin pas le quotidien, mais les moments de famille. On fait la prière, voilà. Pour le coup, eux, c'est pas leur quotidien. Je sais pas si c'est vraiment exprimé. Ah si, il le dit. On n'a pas l'habitude chez les Mindy de prier. On n'a jamais prié de notre vie parce qu'on n'est pas croyant. Et en fait, ils se convertissent. Ouais, c'est ça en fait moi qui me. Enfin, il y a une idée de conversion. Ouais, j'ai vécu plus comme une communion qu'une conversion. Mais je comprends. Parce que ça m'aurait pas choqué si on avait déjà, en fait, ça m'aurait moins choqué si on m'avait déjà mis les personnages, ils sont croyants. Ok, d'accord, pas de souci. Mais ça peut être des scientifiques croyants, il y a aucun problème là-dessus. Hein. Puis à la fin, ils finissent par prier. Ouais, ok, d'accord, ça a mis dans le film. Là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe parce que cette question-là de la croyance, elle arrive vraiment déjà sur la fin. Et vraiment un peu comme enfin voilà, qu'il y en ait un qui est croyant, on comprend bien que ce personnage-là il a toujours cru parce que ses parents étaient croyants, puis que lui, il a jamais réussi il a toujours continué à croire malgré en fait les réseaux qu'il fréquentait, qui étaient plutôt des réseaux anarchistes, donc anti-religieux, etc. Il continue à avoir sa foi en lui, sa foi et d'exercer sa foi, etc. Et que lui, il veut le prier, aucun souci. Mais alors que tout le monde autour se mette à prier, se convertisse un peu à ça, c'est ça que je comprends pas. Je pense pas qu'il le fasse par conversion, c'est-à-dire qu'on sent. Moi, j'ai pas senti comme les personnages vont le faire parce qu'ils se livrent à Dieu. Ils le font, parce que c'est. Quoi faire d'autre, je sais pas. Moi, manger le saumon, bordel. Il a prêté prendre du saumon, t'en bouffer le saumon. Non, mais il y a plein d'autres trucs à faire. Il y a plein d'autres trucs à faire que ça, quoi. Moi, j'ai trouvé cette scène très bien faite. La fin, moi, j'ai vécu beaucoup d'émotions parce que on se rend compte que ça arrive. On se rend compte qu'ils auraient pu changer les choses. Ça reste fort, oui. Ils auraient pu changer les choses et tout, mais au final, ils vont mourir en famille, certes, c'est beau, en famille, autour d'un repas et tout ça. Mais voilà, ils vont mourir, quoi. Ça n'enlève rien. Moi, j'ai trouvé ça très beau, ces moments de discussion sur rien. Et oui, pour moi, ça aurait suffi. Très bien fait. L'idée de dire que devant la peur ultime, la mort, il reste plus que la croyance, ça me dérange un petit peu. Surtout que ces personnages-là, il y a une autre discussion avec Dibiaski et son copain où il parle de la religion, où elle dit bien qu'elle n'est pas croyante. Du coup, je suis mitigée quand même. Je comprends ce que tu dis, Gabriel, et je pense qu'il y a un côté des personnages où ils le font un peu pour faire plaisir aussi, ils rentrent dans le truc, quoi. De toute façon, on s'en fout, on va mourir. Mais du point de vue du discours du film, je suis assez mitigée. Mais là où je suis entièrement d'accord avec Gabriel, c'est qu'effectivement, il y a une question en fait déjà de la réception du film, parce que c'est un film à mon avis qui s'adresse surtout au public américain. Et là-dessus, Gabriel, t'as peut-être raison, effectivement, que quelque chose qui nous va pouvoir plus tendance à nous choquer ou nous interpeller, on va dire plutôt ça comme ça, aux États-Unis, ça aura moins tendance à le faire. Et effectivement, je pense que c'est un film qui s'adresse avant tout à la société américaine, et que nous, quand on regarde ce film-là, on voit pas du tout la même chose. Et notamment là-dedans, il y avait un autre truc que j'avais entre guillemets à reprocher au film, c'est que ça se vend comme une comédie, mais alors moi, je vis pas du tout comme une comédie. Et comme toi, Gabriel, comme tu l'as dit au début, c'est-à-dire que moi, j'ai pas beaucoup rigolé dans le film. En fait, généralement, j'ai plutôt souri, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait, ce qu'il y a dedans, moi, me paraît tellement déjà anxiogène et réel, en fait, réaliste, que moi, ça me fout plutôt de l'anxiété qu'autre chose, quoi. Mais quand même, les histoires de la bouteille à $10 là et de ce gag de répétition qui revient dans tout le film, moi ça m'a fait crever de rire, quoi. Ah ouais, moi ça m'a pas fait crever de rire, j'ai esquissé un sourire si tu veux, ça m'a un petit peu fait rigoler, mais c'était pas la grosse marade quoi si tu veux, parce que en fait même les caricatures pour moi elles sont pas, enfin tu sais c'est pour que la caricature fonctionne il faudrait que les personnages soient vraiment poussés à bout, et là en fait c'est en fait même les journalistes en fait attends, comment j'ai noté, parce que j'ai noté un truc là-dessus, c'est en fait comment on peut rigoler d'une caricature politique à mon sens après Trump et avec Bolsonaro
Zemmour, Johnson, comment est-ce qu'on peut arriver à faire plus caricatural déjà que la réalité là-dessus? Et de la même manière, comment est-ce qu'on peut rigoler d'une caricature médiatique quand dans notre paysage médiatique, on a Hanouna ou on a Pascal Praud, quoi, par exemple. Tu vois, en fait, c'est ça qui me fait, en fait, ça me fait plus réfléchir qu'aux autres. Je pense que ça fait partie des choses qui permettent de remettre en perspective et de dire, c'est pas parce que les choses sont anxiogènes que il faut aussi, du coup, tu vois, dire qu'elles sont à un tel point d'absurde qu'il faudrait mépriser effectivement cette chose-là et la percevoir avec dédain. Ça donne une tendance à essayer de l'ignorer et la mettre sous le tapis en disant non mais ça c'est trop absurde, c'est pas possible. Alors qu'en fait c'est hyper important d'appuyer là où ça fait mal et de le rendre juste assez caricatural pour que ça fasse sourire, mais que ça reste anxiogène parce que ça fait appel au réel. Je sais pas si c'est très clair. Ouais. C'est une position compliquée à tenir pour le coup. Mais ouais, voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas non plus entre guillemets plus ri que ça à ce film, parce que voilà, enfin tous les enjeux qui sont posés, moi voilà, ça agit comme ça, enfin tout ce qui est enjeu médiatique, enjeu politique, enjeu du populisme, de la pas de la croyance, mais de la manipulation de masse, etc. C'est des trucs qui moi m'interpellent énormément. C'est vrai que comme c'est fait dans le film, en fait, moi, j'ai eu du mal à y voir des caricatures. Et effectivement, il y a des passages drôles, il y a des blagues qui fonctionnent très bien, le truc sur la drogue qui revient tout le temps, le fameux truc avec le mec qui fait payer $10 des trucs qui sont gratuits. Effectivement, c'est bon, voilà. Je me suis toujours posé pourquoi cette blague, mais bon. Ouais, j'ai pas trop accroché non plus à cette blague, mais bon. Moi, je suis un peu comme toi, j'ai pas trop rigolé à gorge déployée. J'ai rigolé un petit peu de temps en temps, voilà, mais pas. Mais ça, voilà, ça a clairement le mérite de nous faire réfléchir là-dessus, quoi. Ça, voilà, quoi. C'est pas la comédie la plus tordante non plus. Ça a l'audace, en tout cas, d'essayer de faire rire, comme tu le dis, en caricaturant le réel, pas trop pour que ça garde une partie de réel. Et enfin voilà, c'est une position qui est très très compliquée à tenir. Et en soi, je pense que peu de films auraient réussi à faire mieux. La morale de l'histoire, c'est que ça fait réfléchir. Moi, j'ai plutôt rigolé comme Geoffrey sur le film. Il y a plein de blagues qui m'ont vraiment fait rire et tout. Et j'ai plutôt apprécié justement ce cynisme. C'est-à-dire qu'on rigole dans la fiction, mais on sait qu'en vrai, c'est la même chose. Moi cet humour-là me fait rire. On doit être nihiliste au fond, Adeline. Alors moi, j'y crois encore un petit peu, tu vois. Je me dis, j'essaye de tu croire crois encore en l'homme. Tu crois? Ah oui, en l'homme, j'essaye d'y croire, oui. Très bien. Ce sera donc la conclusion. Il faut accepter que nous avons tous notre part de croyance irrationnelle, Vivien, irrationnelle. Ah, mais totalement. Ah, ben je l'accepte, mais totalement. Est-ce que tu crois en toi, Vivien? Oh là 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 là. Je ne suis pas Dieu. Est-ce qu'on parle de la musique? Moi, j'ai trouvé très bon choix de musique tout au long du film. Par contre, ouais. Sauf la chanson du concert que j'ai trouvé vraiment bof. Sauf quand tu la chantes, oui. Sauf quand tu la chantes, Adeline. Oh mon Dieu. Mais j'ai trouvé que les choix musicaux étaient bien. Alors que j'ai vu des gens qui auraient aimé la voir nommée aux Oscars au titre de meilleure chanson originale, d'ailleurs. Hein. Celle d'Ariana Grande. Ah d'accord. Ah ouais. Ah bah ouais, à la limite, c'est peut-être le seul Oscar auquel je pourrais le donner à ce film-là, parce que alors là, il est nominé à 4 Oscars. Il y a l'Oscar du meilleur film. Donc là, je suis désolé, moi non, enfin il y a trop de il y a trop de défauts à ce film pour qu'il soit vraiment meilleur film. Meilleur scénario original, à la limite pourquoi pas, mais bon, comme on l'a dit, il y a quand même pas mal d'erreurs d'écriture. Bon. Meilleur montage, je vois pas en quoi le montage est plus particulièrement, peut-être pour les montages un peu au milieu, c'est différents montages sur les réseaux sociaux, sur les images de nature, etc. À la limite là, il y a peut-être 2-3 trucs à défendre. Et effectivement, il a la meilleure musique de film, mais c'est pas à mon avis, ça doit être la bande originale et pas la musique. Ça va pas être la musique d'Ariana Grande, ça va être Oui, c'est l'entièreté. Oui, c'est ça, c'est la soundtrack. Et donc il y a personne, il est nommé dans aucune catégorie d'ailleurs pour de l'actorat, ce qui est finalement assez étonnant. Eh ben non, effectivement, pas d'actorat, ce qui est un peu ni en primaire ni en secondaire, quoi. Parce que c'est une comédie? Ni premier rôle, ouais, peut-être. C'est possible. En parlant de chansons un peu pro-science, esprit critique et tout,
Pour le coup, j'ai préféré celle de Smallfoot, Oui. de la leader. C'est un peu le même style de chanson, hein. Oui. Celle d'Ariana Grande, là, clairement, les paroles, c'est basique, quoi. Ouais. Non, puis la tenue, quoi. Ah. La tenue avec les plumes, là. Je Mm. sais pas si c'est des plumes ou c'est quoi, ces espèces de grosses tenues, là, encore. Bon, moi, ça... Je pense qu'ils ont raté un truc parce que cette chanson, elle pourrait être reprise au-delà du film, etc. Mais elle est tellement un peu bidon que je pense qu'ils ont raté quelque chose. Moi, je préfère celle dont je vous ai parlé de Lil Dicky, qui s'appelle Earth, largement. La page est ouverte sur mon ordinateur, j'irai voir ça dès que possible. Alors, est-ce qu'on va peut-être s'arrêter là, parce que je pense qu'on pourra encore discuter pendant 10 ans de ce film-là, tellement il y aurait de trucs à dire, de points à aborder. Je vous autorise peut-être un mot de la fin, un conseil, voilà. Qu'est-ce que vous conseillez à nos différents auditeurs, sur quoi vous voulez revenir sur le film? Je sais pas, Geoffrey peut-être pour commencer. Je pense que moi j'ai fait le tour. C'est pas la peine de trop s'apesantir sur le film. Il est intéressant à voir pour en discuter. Puis c'est ce qu'il faut retenir. Il faut pas en faire ce qu'il n'est pas. C'est pas un film monumental qui mérite de rester dans l'histoire du cinéma pour des raisons artistiques ou techniques. Mais par contre, c'est un film qui effectivement a toute sa place dans les débats de société et d'actualité. Et pour ça, ça valait le coup. Merci. À toi, Adeline. Je pense que ce film est intéressant parce qu'il permet pas forcément de combattre le système, du moins de le critiquer de l'intérieur, un minimum, de faire parler de la science, de la vision de la science dans les sphères publiques, et d'amener des sujets graves au sein du divertissement hollywoodien. Et ça, c'est quand même pas mal parce que c'est pas souvent le cas. Et ce film, s'il pouvait ouvrir une brèche, ce serait bien. Et j'ai vu que la société de production de Adam McKay a des projets en cours de production qui sont plus ou moins des sujets d'actualité. Donc peut-être d'autres films ou séries à venir un peu du même ordre. Et on peut noter aussi, par exemple, que Disney+ avait aussi entamé des productions sur des sujets graves. Je pense surtout à la série Toxic, qui parle du scandale des opiacés aux États-Unis et la famille Sackler. Et donc, si les plateformes vont dans les sujets de société, eh ben, très bien. Et puis surtout, je vais rajouter un truc par rapport à ça, mais plutôt qui va au contraire de ce que tu dis, c'est-à-dire là, il y a un film qui est sorti au cinéma là il y a pas longtemps, qui est plutôt un anti Don't Look Up, qui est Moonfall, donc de Roland Emmerich. Qui apparemment serait un anti Don't Look Up parce que là, bon, effectivement, c'est l'histoire de la Lune qui va tomber sur la Terre, donc on est sur un gros film catastrophe. En même temps, Emmerich, il est habitué à ça, celui qui a fait 2012, celui qui a fait Le jour d'après, celui qui a fait aussi Independence Day, etc., etc. Apparemment, bon, moi je l'ai pas vu encore le film, je pense que je vais essayer d'aller le voir ce week-end, mais il réutilise pas mal en fait de théories du complot, il donne pas mal de crédit en fait justement en théorie du complot pour son film. Et donc, en fait, c'est un peu tout l'inverse de Don't Look Up qui, justement, critique plutôt ces positions-là, quoi. Bon, voilà, c'est pour compléter ta prise de parole. Bah ouais, malheureusement. Sur les plateformes, en particulier, il y a de tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, Gabriel, pour conclure? Eh bien, j'ai trouvé que c'était un film divertissant, un peu long à mon goût. Il y a eu un moment où il a fallu que je m'accroche pour le continuer. Ça valait quand même le coup de le voir jusqu'au bout. Ça parle aussi d'astronomie, ça j'ai trouvé bien aussi. Ça peut permettre aux gens de se poser des questions. On n'en a pas trop abordé ce soir-là, ce côté-là de découverte de l'astronomie. Des effets spéciaux, on les a pas cités non plus. J'ai trouvé les très belles images de la comète. Bon, Oui, avec les deux traînées. Ouais. On n'a pas l'habitude de le voir. Une double traînée. Et les robots étaient un petit peu moins bien faits, mais tout ce qui était image de l'espace, des planètes, j'ai trouvé ça vraiment super beau. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, une astéroïde de 5, une météorite, là, je sais plus trop le terme, une comète de 5 à 10 kilomètres d'envergure, c'est ce qui a éteint les dinosaures, a priori. Donc, c'est vraiment un événement catastrophique. La planète, enfin, en tout cas, l'homme
Ne survivrait pas, c'est sûr. Parce qu'on a oublié de se dire aussi dans cette soirée, est-ce possible ou est-ce pas possible, ce scénario? Si on le détache vraiment du côté changement climatique et on dit c'est vraiment une comète qui arrive. Est-ce que vous le pensez? Et qu'on n'ait que 6 mois pour Oui. le Oui, savoir. c'est plausible. C'est plausible. Et dans ces délais-là de découverte, c'est plausible. Mais alors, il y a une infime chance que ça arrive, quoi. Ah oui. C'est ça. En fait, c'est possible qu'on découvre on a eu un exemple il y a pas très longtemps, c'était Neowise. Neowise, une comète qu'on a découverte en mars 2020 et on l'a vue visible en juillet. Donc quelques mois, quoi, 4 mois entre le moment de la découverte et le moment où elle passe assez près de nous. Et donc voilà, c'est possible. C'est des objets qui ont des orbites très très grandes et qui en fait supposément viennent de l'extérieur du système solaire. Donc l'orbite est très longue. Ça peut prendre des dizaines de milliers d'années. J'entends même dire des fois des millions d'années. Du coup, on peut être surpris par ce genre d'objet-là. Parce qu'en passant près du Soleil, en plus, ils accélèrent. Enfin bon, voilà, je voulais juste en parler un petit peu parce que du coup, ça m'a poussé à faire quelques recherches. Pour vous dire que voilà, il y a de quoi faire avec ce film. C'est pas le film de l'année. Mais... Alors, je préfère préciser que dans Armageddon, l'astéroïde, il fait la taille du Texas, si je me rappelle bien. C'est une toute autre, une toute autre taille. Allez, notre présentateur JB qui nous écoute ce soir à l'enregistrement nous fait savoir que France Culture a abordé justement le film Don't Look Up sous l'angle de est-ce que ça pourrait se produire? D'accord. Et donc, qu'en disait-il? Est-ce que j'ai bien résumé la situation ou j'ai peut-être pas été assez précis? Je peux aller un petit peu plus précis, mais comme on était à la fin de l'émission, je voulais pas... Oui, non, t'inquiète pas. Joli, et oui, c'est possible, mais très très peu probable. C'est ça. Donc, voilà un film que je vous conseille de regarder. Quand même, les acteurs jouent bien. C'est vrai que c'est étonnant qu'ils aient pas été nommés pour les Oscars. Donc voilà, un film que je vous conseille. Essayez de tenir jusqu'au bout. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ça. Je vais rappeler 2-3 trucs. C'est vrai que j'étais assez cynique sur le début de l'émission par rapport à Don't Look Up parce que j'ai trouvé que l'ampleur qu'a pris le phénomène autour de ce film a un peu trop dépassé la qualité réelle du film. Notamment le fait qu'il soit nommé aux Oscars de meilleur film. Pour moi, c'est pas du tout, il le mérite pas du tout. Je voulais aussi rappeler peut-être à pas mal de gens que c'est pas la première fois qu'on aborde ces questions-là au cinéma. Notamment, le film s'inspire des Dents de la Mer. Et dans les Dents de la Mer, on a bien des politiciens corrompus, des médias vendus, la course au buzz et au profit, notamment surtout au profit, et des scientifiques qui n'ont pas beaucoup d'intégrité, notamment le scientifique dans les Dents de la Mer qui décide de changer son rapport sur la première mort du film en disant que c'est une hélice et pas une attaque de requin. Enfin voilà, c'est déjà posé depuis longtemps dans le cinéma et ça remonte même avant les Dents de la Mer. Par contre là, ce qui est intéressant avec Don't Look Up, c'est qu'on est clairement sur une critique d'un système en fait très actuel et on est sur une critique extrêmement frontale qui fait du bien en fait à voir, qui est un défouloir. Par contre, c'est un défouloir effectivement qui a des défauts d'écriture, qui a des défauts de montage, qui a des défauts de rythme surtout, qui va peut-être pas faire rire tout le monde aussi, parce que c'est un certain humour et que bon voilà, en fonction de d'où est-ce qu'on se situe, notamment, enfin voilà, quelle réception on va avoir du film, on va l'interpréter différemment. Par contre, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que c'est un film qui va qui va beaucoup faire parler de lui. J'ai aussi entendu parler du fait que que certains complotistes aussi se réappropriaient le film en disant que eux, pour le coup, ça leur donnait raison à eux, parce que c'était eux qui étaient possesseurs pour le coup de la réalité. Et donc pour le coup, enfin, il y avait un film qui montrait des scientifiques qui étaient contre tout le monde. Donc eux, ils voyaient plutôt Raoul dans la position de Leonardo DiCaprio, par exemple. Donc c'est-à-dire qu'on peut un peu faire parler au film. Donc après, quand on creuse, on voit bien que le film est beaucoup plus précis que ça, hein, qui va beaucoup plus en avant sur sur la méthodologie scientifique, etc., sur les différents mondes de médias, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. On a un peu essayé d'esquisser un peu les différentes pistes. Et enfin, voilà. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Et je pense que le plus intéressant, c'est de le regarder, puis d'en discuter après, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et je pense qu'il y a rien de mieux après un film comme ça. Jurassic Park l'avait dit aussi, hein. Il faut écouter les scientifiques, sinon tout le monde meurt.
Il avait dit aussi. Mais alors pas les savants fous, par contre. Quand est-ce qu'on le fait, Jurassic Park? On trouve un prétexte juste pour pouvoir le faire. Ah oui, je suis d'accord. Vous voulez faire Jurassic Park un jour? Ah non, j'ai parlé pendant 10 ans, c'est pas bon ça. En tout cas, bon ben voilà, on va passer maintenant à la clôture de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux auditeurs donc de nous avoir écoutés. Merci aux personnes présentes dans l'audience quand on enregistre l'émission. Donc pour rappel, pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez suivre l'enregistrement de l'émission en direct sur notre Discord les soirs où on enregistre. Donc ça c'est indiqué, les dates sont indiquées sur notre Discord. Je voudrais aussi remercier donc tous ceux qui nous soutiennent, qui nous partagent sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Et donc aussi remercier donc les différents chroniqueurs de la soirée. Merci Geoffrey d'avoir été là avec nous pour parler de Don't Look Up. J'espère que tu reviendras. Je sais pas. Non, si, je serai là, bien sûr. Merci à toi, Adeline. Just look up. On s'en lassera pas. Je pense là, ça va être jusqu'à la fin de Cinétique, toutes les émissions. On va en faire un jingle de ça. Et merci à toi également, Gabriel, d'avoir été avec nous. Merci Vivien et merci à tous ceux qui ont écouté et qui vont écouter en replay, en rediffusion. Oui, voilà. Et puis peut-être aussi, je vais peut-être faire une annonce un peu folle, mais peut-être que bientôt on va ouvrir notre chaîne YouTube où on va pouvoir mettre à disposition nos podcasts pour ceux qui préféreraient nous suivre sur les plateformes vidéo et peut-être sur Skepticon. Voilà, les projets de l'année qui sont passés à l'AG de Cinétique dernièrement, notamment. Et donc, aussi, double remerciement à Gabriel, puisque c'est toi qui va faire le montage de cette émission. Passer du temps derrière ton ordinateur pour nous entendre déblatérer des conneries, franchement, faut avoir un certain courage. Avec plaisir. Et donc, c'est ainsi que se conclut notre émission. N'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Bon là, pour le coup, c'est aller regarder Netflix, donc ça, c'est pas trop loin. Restons ciné-sceptiques, que ce soit devant votre télévision ou au cinéma. Ciao, ciao. Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit? J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartomanciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font salle comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.